votre opinion, monsieur Marissette, après ces 2 jours de congrès? Est-ce que vous en sortez satisfait? Est-ce que vous étiez pour le congrès au départ? Est-ce que c'était nécessaire? Et puis est-ce que les travaux du congrès pendant 2 jours, est-ce que ça a été fructueux? Très bien. Alors, je ne sais pas s'il faut d'abord répondre à votre question immédiatement ou bien celle On répond déjà aux téléspectateurs. Ce qu'il dit, et beaucoup de téléspectateurs qui regardent Zouk TV, parce que Zouk TV diffuse aussi, parce qu'il a parlé d'une autre télévision. Pas osé le dire, mais bon. Zouk TV diffuse, d'ailleurs même diffuse en avance par rapport à l'autre, que je constate qu'il y a 24 heures d'avance, puisque nos plénières sont diffusées plus rapidement d'ailleurs par Zouk TV. Et non, le parti que nous avons pris, nous avons vu que les gens qui sont au pouvoir actuellement, qui se baptisent eux-mêmes nouvelle gouvernance, ils ont un mode de direction, une manière de nous traiter, et ce sont des personnes qui n'arrivent pas à admettre la présence d'une opposition. Et vous savez, la loi donne des droits à l'opposition. Donc nous avons choisi de nous battre pour que nos droits soient respectés. Mais, en tant que chef de groupe, moi je passe la consigne à mes collègues qu'il faut qu'on reste calme et serein. Et j'essaie de payer l'exemple, donner l'exemple. Donc je reste tranquille, calme et serein, j'essaie de ne jamais attaquer les personnes, mais attaquer les idées, leurs programmes, leurs propositions. Bon, et pour ça, effectivement, il faut montrer de la tolérance, de la patience. Il faut être zen. Même beaucoup de nos militants me disent « Oh, laissez Bougla dire ça, on va réagir là. » Je dis « Attention, on est regardé par l'opinion. » Pardon ? C'est pas le jeu de la démocratie. Oui, oui, mais parfois, on dépasse certaines limites. Il y en a qui, on nous coupe le micro, on nous traite de tous les noms, etc. Moi, je ne veux pas répondre à ce niveau-là. Effectivement, monsieur qui m'avait posé la question, il faut avoir de la patience, de la tolérance. Il faut savoir encaisser des coups pour mieux en donner, mais jamais dépasser certaines limites. Alors donc, nous essayons d'être patients. Alors, moi, j'aime pas le terme de politicien, parce qu'en français, ça a une connotation péjorative. Nous sommes des femmes et des hommes politiques, c'est-à-dire nous avons choisi de servir le pays en nous intéressant aux affaires publiques du pays. C'est ça, faire de la politique. Deuxièmement, on choisit son camp, il y en a qui sont dans les affaires, qui deviennent rapidement des affairistes, qui viennent nous servir, et puis il y en a d'autres qui choisissent de dire non, dans la société où on est, tout le monde, quoi que l'on dise, quoi que soit marqué partout, il n'y a pas l'égalité. Il n'y a pas l'égalité des chances, il n'y a pas l'égalité d'emblée. Donc, il y en a qui méritent d'être aidés plus que d'autres. Donc, il faut établir une justice sociale pour rétablir, c'est-à-dire l'équité, pour rétablir un petit peu ceux qui ont eu des faiblesses dès le départ, quoi. Bon, ils n'ont pas eu d'héritage, ils n'ont pas eu de ceci, pas de cela, ils subissent des difficultés. Il faut leur donner l'égalité des chances, à leurs enfants également, faire de la formation pour tout le monde. Donc, nous avons choisi ce camp-là. Si vous voyez dans la littérature politique en Europe, on appelle ces gens-là les gens de gauche, quand vous avez choisi de faire une politique sociale. À l'inverse de ceux qui, au contraire, sont là pour leur réussite personnelle, qu'on appelle les gens de droite, quoi. Bon, c'est comme ça que nous nous caractérisons. Mais nous essayons de rester calmes. Maintenant, je reviens à la question. Nous sortons d'un congrès. La question, était-il nécessaire de faire un congrès? Alors, nous sommes allés regarder, lorsque le législateur a créé le congrès, il a créé le concept congrès, pourquoi? C'est d'ailleurs un Martiniquais, Claude Lise, qui est avec un Réunionnais à l'origine d'un rapport. C'était le Premier ministre de l'époque, c'était M. Jospin, qui leur avait confié une mission pour faire un rapport. Et c'est dans le rapport, c'était M. Claude Lise et Tamaya. Ces deux parlementaires ont ensemble élaboré des propositions pour le développement des pays dits d'outre-mer. Bien. Et comme le débat, il y a un débat qui existe dans notre pays depuis plus d'une trentaine d'années. Savoir, faut-il ou non garder le pays de la manière dont il est institutionnellement organisé actuellement, ce qu'on appelle le statut, faut-il le faire évoluer? Et si on veut le faire évoluer, comment le faire évoluer? Par quelle procédure? Est-ce que ça se décide uniquement par les parlementaires et le gouvernement en France? Est-ce que le peuple peut être concerné, les électeurs? Lise a fait une proposition de créer une structure qu'on a appelée le Congrès, qui est la réunion des deux assemblées. Au départ, c'était pour que les élus de ces deux assemblées se réunissent pour proposer un schéma d'évolution institutionnelle, de changement de statut. Bien.
puisque nous avons deux institutions qui existent depuis 1983. D'un côté, le département qui existe depuis plus de 100 ans, la région créée en 1983. Au bout de 30 ans, on s'est rendu compte que deux collectivités sur un tout petit pays, bon, il y en a une de trop. Bref, le Congrès, c'est le lieu où on débat de ça. C'était la première destination du Congrès. Et puis, chemin faisant, le législateur français a donné d'autres missions au Congrès, qui est, vous savez que nous vivons depuis le premier gouvernement de M. François Mitterrand, de 81, la France qui était jusqu'à présent une république très centralisée, on disait jacobine, où tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains du gouvernement. Les collectivités n'avaient qu'un pouvoir de gestion sur un domaine bien limité, c'était les préfets qui géraient les budgets. Donc on a commencé le grand mouvement de décentralisation. C'est-à-dire que des compétences qui sont entre les mains des ministres et du gouvernement, on les transfère entre les mains des élus. Bien. Et dans cette affaire-là, l'État français a commencé à transférer les compétences par petits morceaux, par petits paquets, progressivement. En disant, messieurs, dans les régions, dans les départements, faites votre apprentissage et on va vous en donner d'autres au fur et à mesure. Alors, c'est ce qu'on appelle les transferts de compétences. Eh bien, s'agissant donc de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui sont les 3 pays seulement où il y a le Congrès, qui est la réunion des 2 assemblées, il n'y en a pas à la Réunion. On a dit... Non. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Qu'est-ce que j'ai dit? Réunion. Ah, excusez-moi, c'est un lapsus. Il n'y en a pas à la Réunion, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et on a dit, écoutez, comme vous faites un congrès, à chaque fois que vous aurez besoin de nouvelles compétences, réunissez-vous pour vous mettre d'accord sur les compétences que vous allez demander à l'État. Donc le congrès est là pour 2 motifs. Pour discuter des éventuelles évolutions institutionnelles, c'est-à-dire changer les institutions, et deuxièmement pour les transferts de compétences. Alors, fallait-il un congrès la semaine dernière, le 20 juin? Nous avons répondu non, compte tenu de l'ordre du jour qui nous était présenté. Dans l'ordre du jour, il n'y avait aucune évolution institutionnelle prévue. Pour la bonne cause qu'on a déjà choisi, par une consultation, une nouvelle institution pour la Martinique qu'on appelle la collectivité de Martinique. Donc c'est déjà choisi, il y a eu un référendum, il y a eu une consultation. Et pourquoi nous apprécions le Congrès? Parce que le Congrès, lorsqu'il fait une proposition, on doit le soumettre au peuple. On l'a soumis au peuple en janvier 2010, le peuple a choisi. Nous avons qu'à mettre en place ce que le peuple a choisi. Bon, avant d'aller faire évoluer, mettons en place. Le Congrès, ne proposant pas une évolution institutionnelle, n'avait pas raison d'être. Deuxièmement, est-ce que c'est des nouvelles compétences qui ont été demandées? Mais il demande quand même le transfert des compétences. Non. Alors comme il y a... la forêt et tout ça, le domaine. Attendez, c'est pas ça qui... Le gouvernement français actuel a prévu de transférer de nouvelles compétences. C'est ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. Parce qu'il y a déjà eu un acte 1 en 1983, il y a eu un acte 2 en 2004, on a transféré encore des compétences, et puis il est question encore là maintenant de transférer une nouvelle vague. Et ce qu'on appelle l'acte 3. Et le gouvernement va transférer aux régions, au pluriel, aux départements, au pluriel, des compétences. Alors l'idée de certains ici, de dire, bon, est-ce que l'on ne peut pas regarder de nous-mêmes quelles sont les compétences qu'on souhaitait avoir pour le faire savoir au gouvernement? Le hic, c'est que le transfert se fait du centre vers la périphérie. Et c'est le centre qui décide, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement qui va décider ce qu'on va nous donner. Dans le système où nous sommes, nous serons obligés d'accepter ce qu'on va vous donner. D'accord. Donc ce n'est pas... Donc quand on vient raconter qu'on va demander ceci, on va demander cela, non. Ce n'est pas ce qui est prévu. C'est le Parlement français qui va voter des lois de décentralisation et qui va nous donner. Donc on n'avait pas besoin de faire... Il y avait un troisième, dans l'ordre du jour, il y avait un troisième volet. C'est ce qu'on appelle les habilitations. Alors c'est quoi les habilitations? C'est toujours très compliqué à faire comprendre ça aux gens qui ne pratiquent pas ça tout le temps. La compétence, c'est qu'on vous donne un domaine où c'est vous qui gérez. Et on vous donne l'argent pour pouvoir le gérer. Quand on nous a transféré, par exemple, pour faire le programme de formation professionnelle, depuis 1983, on a donné aussi une dotation financière et on dit aux régions, vous faites le programme et chaque année, vous mettez des formations professionnelles à disposition des Martiniquais qui en ont besoin. Et les routes? Pareil, les routes, c'est en 2003 que nous sommes devenus propriétaires de nos routes.
les automobilistes paient une taxe sur les carburants, ça vient alimenter un fonds qu'on appelle le FIRT, le Fonds d'investissement routier et des transports. C'était l'ancien FIR, c'est ça? Voilà, maintenant on a ajouté T derrière. Donc, on construit des routes, on fait des abribus, on finance des bus, on finance des sociétés de transport, etc. Bien. On sait faire. Bon. Et puis, on va nous en transférer d'autres. En 2004, on a transféré des formations d'infirmières, de sages-femmes, on appelle les formations sanitaires et les formations sociales. On a transféré et on pense encore transférer d'autres. Ça c'est, on vous donne un domaine, on dit c'est vous qui gérez et on vous donne les recettes qui vont avec. Ça c'est le transfert de compétences. L'habilitation, c'est quoi? C'est que dans les domaines où vous êtes déjà compétent, comme c'est le Parlement en France qui fait les lois, vous devez gérer, mais suivant les lois du Parlement, faites par le Parlement. Et le préfet est là pour contrôler, il fait ce qui s'appelle le contrôle de la légalité, pour voir si les décisions que vous prenez dans les domaines où vous êtes compétent, si vous respectez la loi. Et si vous ne respectez pas la loi, il attaque votre décision devant le tribunal administratif. Et il peut faire annuler la décision. Le tribunal peut annuler. Alors, il y a certaines de ces lois qui sont faites pour la France, un pays continental européen, qui sont mal adaptées pour nous, qui est un territoire insulaire, dans la Caraïbe. On n'est pas continental, on est une île. Par exemple, c'est le problème qui fait l'actualité actuellement, le problème des lois qui gèrent le transport. Tout un chacun se rend compte depuis très longtemps que ce n'est pas adapté à une île. La loi sur les transports intérieurs en France ne parle même pas du transport maritime. Il n'y a pas une ligne de transport maritime. On ne dit pas qu'il y a un transport maritime, puisque en France, pour circuler à l'intérieur de la France, il n'y a pas de transport maritime. Bref. Alors, nous avons besoin de modifier la loi. Pour modifier la loi, il y a deux solutions possibles. Soit nous supplions, presque à genoux, le législateur qui est en France, modifier la loi, adapter pour nous. À chaque fois qu'ils essaient de le faire, ils ont une vision centralisatrice telle qu'ils veulent le changer à la fois pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est-à-dire pour tous les pays d'outre-mer, ils veulent faire la seule. Alors ça peut convenir à une île, et puis quand c'est en Guyane, ça ne marche plus. Donc l'idée, c'est de dire, on va habiliter, c'est-à-dire on va donner le droit à des élus de modifier le texte de loi qui existe pour son application dans le territoire de la collectivité. Donc on vous habilite, on vous donne le droit de modifier la loi. Et ça, on vous le donne malheureusement pour une durée limitée. Jusqu'à présent, on le donnait pour 2 ans. Et vous avez, quand le Parlement vote la loi, vous avez 2 ans pour modifier les textes. Si vous avez raté le coche, c'est foutu, il faut redemander une prolongation. Alors, la région actuellement, la région, Martinique, a bénéficié d'une loi d'habilitation, une loi qui a été publiée au journal officiel le 27 juillet 2012. 27 juillet 2012, il y a une loi, et il y a un article là-dedans qui habilite la région Martinique pour modifier les règles et les lois concernant l'énergie. Donc la région Martinique a porté des modifications sur les lois qui régissent l'énergie en France pour son application en Martinique. Nous avons voté la délibération, il faut ensuite le transmettre au gouvernement les examine, et si ça lui plaît, il publie la délibération au journal officiel, et ça devient applicable, opposable au tiers, et si quelqu'un ne respecte pas ces lois, le tribunal peut le condamner. C'est ça l'habilitation. Alors la région est en train de faire vite. C'est pourquoi d'ailleurs, vendredi 28 juin, il y aura une plénière pour encore voter des délibérations pour réglementer, par exemple, les chauffe-eau solaires, les chauffe-eau électriques, les éoliennes, on va faire des textes, ou bien quand on construit une maison, vous savez, en France, comme c'est l'hiver, pour faire des économies d'énergie, il faut calfeutrer les maisons pour que le froid n'entre pas. Par contre, en Martinique, c'est un pays chaud, il faut au contraire construire pour que les maisons soient bien aérées, etc. Donc on va mettre ça dans les règles d'urbanisme, les règles d'architecture. Bon, voilà les types de lois que l'on peut faire avec l'habilitation. Alors la région actuelle se précipite parce qu'il faut qu'ils aient terminé ça avant le 27 juillet 2013. Parce que c'est 2011, il y a 2 ans. Bref. Ça s'appelle l'habilitation. Mais la loi ne prévoit pas que pour demander une habilitation, on réunisse un congrès. Et c'est pourquoi pendant tout le congrès, on a répété, pour les habilitations,
Soit la région peut en demander, le département peut en demander, mais il est prévu nulle part que c'est le Congrès qui le demande. Donc tous les votes qui ont eu lieu au Congrès n'ont servi à rien du tout. Et vous allez voir, la meilleure preuve, c'est que vendredi 28, la région va revoter. Comment? Ça a été pourtant fait à l'unanimité. Alors, non. Qu'est-ce qui a été fait à l'unanimité? Alors, d'abord, il faut savoir que le Congrès n'a pas qualité pour voter des délibérations. Les délibérations, c'est quoi? C'est un acte. Une fois que vous l'avez voté, que vous l'avez publié, il s'impose. Là, le Congrès est là pour voter ce qui s'appelle des résolutions, c'est-à-dire des souhaits. Donc, vous avez 86 élus se réunissent pour émettre des souhaits. Alors, on disait que c'était des souhaits pour l'évolution institutionnelle ou des souhaits pour transfert de compétences. Et c'est le gouvernement qui décide. Et le gouvernement est allé plus loin. Il a dit, écoutez, vos souhaits que vous avez pris là, pour que je les prenne en considération, il faut ensuite que chacune des deux collectivités retourne chez elle, transforme ses souhaits en délibération et me l'adresse. Donc tout ce qu'on a voté là, il faut que le Conseil général se réunisse, transforme ça en délibération du Conseil général tout seul, et puis l'envoie au gouvernement. Et puis la région a à faire la même chose, donc c'est pourquoi la région va se réunir le 28 juin, va réexaminer les choses et va les voter. Et quand on l'aura voté, ce sera une délibération qui sera signée par le président de la collectivité et qui va adresser au Premier ministre. Et à ce moment-là, ça a une réalité juridique. Donc tout ce qui s'est fait au Congrès là, c'était du babillage. Oui, parce que le Congrès n'est pas institutionnellement reconnu, quoi, comme ça. Ah non, il est reconnu pour des choses précises. Pas pour ça. Mais pas pour ça. Alors, pour être complet, je suis toujours un petit peu long, mais pour être complet, il faut bien expliquer. Pour être complet, il n'y a qu'un seul point sur lequel le Congrès pouvait se justifier, c'était la question du transport. Alors, vous savez qu'il y a un grand débat qui anime la Martinique depuis longtemps. Est-ce que la manière dont on organise le transport est correctement faite? Dans la loi française, sur le territoire d'une commune, c'est le maire qui doit organiser ce transport entre la campagne et la ville, et le bourg, comme on dit dans les communes. Ou bien entre les quartiers et le centre-ville, comme on dit. Alors, le premier transport de ce genre a été fait au Gaumont, à l'époque par M. Turinet. Oui, il est venu un petit peu après, quand même, il y avait la jette à Fort-de-France. Oui, en tout cas, parmi les communes rurales, il faut lui rendre cet hommage. Oui. Je crois que ça s'appelle Trasla. Voilà, il faut lui rendre cet hommage. Oui. Bien. Ensuite, au niveau de chaque commune, c'est le maire. Au niveau de l'ensemble des communes, liaison intercommunale, c'est le conseil général. Bon. Et puis, il y a eu la loi Chevènement sur l'aménagement du territoire qui a dit que les communes peuvent se grouper en établissement public de coopération intercommunale, comme la CACEM, et pour mettre ensemble leurs compétences transport. Donc, c'est ce qui s'est fait pour les 4 communes du centre. Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph, Michel-Cher. Ils se sont mis ensemble pour créer le transport. Et plus tard, les communes du Sud, qui sont regroupées dans l'espace Sud, se sont mis ensemble et ils commencent à faire un réseau de transport. Et puis les communes du Nord ne se sont pas encore groupées pour ça. C'est chaque commune qui organise. Bon. Mais vous voyez qu'on arrive sur un tout petit territoire qui fait 80 km de long sur 40 de large, la plus grande largeur. Plusieurs autorités de transport. Voilà. Alors, tous les experts qu'on a consultés pour étudier comment on peut améliorer ça, concluent que sur un petit espace où il y a 400 000 habitants, si vous aviez un système homogène, coordonné, eh bien, on aurait eu un transport harmonieux global. Alors, l'idée qu'il faut avoir une seule autorité qui organise ça, ça anime le débat depuis longtemps. Il y a même un consensus, dit-on. Mais pour cela, il faut modifier les lois françaises. Il faut modifier les lois. Il faut adapter à la Martinique. Alors, pour l'adapter à la Martinique. Ouais. Qui doit les adapter? Alors, c'est pour ça que l'idée était venue, puisque c'est prévu dans la Constitution française, l'article 73, alinéa 3, que l'une des collectivités qui couvre toute la Martinique demande l'habilitation pour pouvoir modifier les lois. Eh bien, il y a eu des tentatives faites par Alfred Marie-Jeanne, au nom de la région. Il a fait pour une délibération en 2007, je crois, de mémoire. C'est parti au gouvernement. Le gouvernement n'a pas donné suite. Claude Lise a fait la même opération pour le département et même utilisant sa position de sénateur
à l'occasion d'une loi, la loi Grenelle 2, bon, il a profité pour faire un amendement qui est passé au Sénat et qui a été rejeté à la Chambre des députés à l'époque. Et le ministre qui l'avait rejeté, le ministre des Transports à l'époque, avait pris prétexte que l'élu responsable de Fort-de-France, je ne vais pas donner de nom, serait opposé à ça, et l'amendement de Lise qui allait créer une autorité organisatrice unique sous l'égide du Conseil général n'a pas eu lieu. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un parlementaire, un député UMP, du Loiret, qui est un des départements qui est au centre de la France. Je ne sais pas la demande de qui. Il fait un amendement et puis il dit dans les départements d'outre-mer et dans les régions d'outre-mer, il nous appelle les DOM et les ROM, on peut créer une collectivité, une autorité unique. On peut même créer un périmètre unique pour tout le pays, mais on peut faire ça par décret du gouvernement. Alors, et il arrive à réunir une majorité et il fait voter ça et c'est rentré dans la loi en France. Mais il met une condition, il dit il faut que ce soit les élus du territoire concerné réunis en congrès qui le demandent. Donc le gouvernement prend la décision, c'est le gouvernement qui prend la décision, mais à la demande des élus du territoire, et il faut qu'ils soient réunis en congrès. Ce serait peut-être le seul motif pour lequel le congrès tiendrait la route. Mais ce député avec son amendement n'a pas fait supprimer qu'on pouvait le faire aussi par la réhabilitation. Il n'a pas fait supprimer non plus que les députés martiniquais peuvent très bien préparer une proposition de loi et puis faire voter une loi directement par le Parlement. Vous savez, une loi, c'est plus fort qu'un décret. Le décret est pris par le gouvernement, sans débat, sans consultation. La loi peut être votée par les députés, sur proposition des députés martiniquais. Et puis, le troisième chemin, c'est l'habilitation, où ce sont les élus du territoire martiniquais, soit ceux du Conseil général, soit ceux du Conseil régional, peuvent se réunir pour modifier la loi. Donc, il y a trois possibilités. Ce que nous avons constaté, c'est que l'actuel président de région a choisi la possibilité que ce soit un décret de gouvernement, c'est-à-dire une affaire centralisée. C'est pourquoi nous avons combattu cela. Nous avons dit que nous ne comprenons pas comment un autonomiste comme lui, se dit autonomiste, il a choisi la solution qui consiste à confier à un ministre le soin de décider par décret pour nous. Donc c'est pour cela que nous avons combattu. Nous avons dit, même pour cette raison-là qui pouvait rendre le Congrès indispensable, donc nous n'avons pas voté cela. Par contre, vous dites qu'on a voté à l'unanimité, vous avez vu que ce président de région n'était pas très sûr de lui. Parce qu'il a proposé la voie du décret, mais en même temps, à la fin de l'ordre du jour, il dit, allons demander quand même une habilitation. Allons demander une habilitation pour la région. Que ce soit la région qui soit habilitée à modifier les lois. Et vendredi 28, là, qui vient, il a mis à l'ordre du jour d'une plénière du Conseil régional la demande d'habilitation du Conseil régional dans le domaine des transports. Alors, on verra qu'est-ce que le gouvernement va retenir comme voie, puisque je vous dis qu'il y en a trois. Vous devez savoir également que depuis le 18 juin, 3 députés martiniquais sur 4, 3 députés, donc ils représentent 3 quarts du pays, Bruno Nestorazeo, Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor ont rédigé un projet de loi, que j'ai rendu public, adressé à la presse, pour dire, et de ce projet de loi, c'est un projet de loi qui crée une autorité unique de transport en Martinique et qui crée un périmètre unique de transport. Et il propose que l'autorité soit un établissement public mixte qui regroupe la région, le département et les autorités de transport qui existent. Donc tout le monde sera autour de la table et tout le monde ensemble, à l'intérieur de l'établissement public, vont désigner un président pour cet établissement et qui sera le chef d'orchestre pour organiser le transport sur toute la Martinique. En tout cas, la proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée. Évidemment, on verra qu'elle sort, il va lui être réservé. Voilà, j'ai été un peu long, mais je voulais donner notre position sur l'histoire du Congrès. Alors, on parlera du transport aussi avec ce qui se passe en ce moment, mais peut-être Lucien, tu voudrais... Non, pour le moment, rien. Pour le moment. Alors, ce qui se passe là aujourd'hui... Tout à l'heure, tu as dit collectivité de Martinique.
Oh, j'entends collectivité territoriale de Martinique. Bien. Alors, Et il y a effectivement quelque chose. Si je donnais mon avis en tant que politique moi-même, je dirais collectivité de Martinique. Ça suffit. très bien. C'est quoi territorial de Martinique? Je ne comprends pas. Alors, le nom officiel de par la loi, c'est collectivité de Martinique, comme il y a la collectivité de Guyane, comme il y a la collectivité de Corse. Mais dans la République française, toutes les collectivités, qu'elles soient communales, régionales, départementales, sont rattachées à un territoire. C'est-à-dire, elles gèrent un territoire dont les limites sont connues, déterminées. Donc, elles sont toutes des collectivités territoriales. Et toutes, elles sont rattachées à un code qui s'appelle le Code général des collectivités territoriales. Alors, c'est vrai dans le langage, on parle parfois de collectivité territoriale de Martinique, mais le vrai nom, c'est collectivité de Martinique. D'accord. Et évidemment, et Lucien Silla le sait, nous nous sommes battus pour que ce soit ce nom-là qui soit inscrit. Depuis 2003, depuis le congrès de 2003, on se battait pour que je crois que tu étais là avec nous, là, pour que ce soit collectivité de Martinique. Et c'est finalement ce nom-là qui a été retenu. Mais c'est une collectivité territoriale de la République française, puisqu'elle a un territoire qu'elle aura à gérer. D'accord. Et elle rentre dans la famille des collectivités territoriales, mais son nom, c'est collectivité de Martinique. Alors, ancien syndicaliste, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement pour les transporteurs? Depuis 2 jours, ils se font entendre, ils ne sont pas d'accord avec le paquet, je crois qu'on appelle ça comme ça, le paquet routier. Le paquet routier. Quel est votre avis en tant que syndicaliste sur ça et puis aussi en tant que chef de file? Très bien. Alors, d'abord, comme syndicaliste, c'est un secteur que je connais bien, puisque quand j'étais en fonction à la CSTM, j'ai eu à être conseiller syndical, en particulier de ceux du transport de marchandises, parce qu'avec Feu, mon ami Boulevard, nous étions un petit peu partagé le travail. Lui, il était conseiller juridique et syndical des transporteurs de voyageurs, et moi, je travaillais avec les transporteurs de marchandises par camion à benne ou par conteneur. Donc, les lois concernant le transport, je les connais bien. C'est la LOTI, la loi d'orientation sur les transports intérieurs, qui date du 31 décembre 1992. Il y a eu beaucoup de modifications depuis, mais dès le départ, cette loi elle-même portait en son sein des choses qui étaient incompatibles avec le mode d'organisation des professionnels en Martinique. En tout cas, le mode insulaire. Par la lutte des organisations professionnelles, qu'on appelle l'organisation syndicale, mais c'est un peu particulière parce que dans notre pays, nous avons une tradition où quand on dit organisation syndicale, on voit les salariés. Or là, il s'agit de travailleurs indépendants. Parfois, des travailleurs indépendants sans salariés. Certains des salariés ne sont pas nombreux. Comme les chauffeurs de taxi ou de bus, par exemple. Voilà. Alors, beaucoup de chauffeurs de transport de marchandises sont des anciens salariés qui ont travaillé soit dans telle carrière, soit dans telle entreprise du BTP, et à un moment donné, pour des raisons économiques, les chefs d'entreprise du BTP ont externalisé le transport. Et parfois, ils leur ont vendu le camion, même parfois, on leur a donné comme indemnité de licenciement. Exactement. Voilà, et ils sont devenus transporteurs. Mais dans leur tête, leur idéologie, ils ont gardé la mentalité des ouvriers. Il y en a beaucoup qui se vivent comme éléments de la classe ouvrière. D'ailleurs, ils utilisent le mot grève. Parce que, d'abord, économiquement, ils sont très proches des travailleurs salariés. Deuxièmement, ils ont pris l'habitude ils ont une conscience de classe, c'est-à-dire ils ont l'habitude de travailler en groupe. Et ils ont bien vu qu'ils ont des problèmes en commun, soit vis-à-vis des donneurs d'ordre, qui parfois leur imposent des prix. Donc, ils se battent pour chaque année essayer de faire monter, réajuster le prix de la tonne kilométrique transportée. En particulier ceux qui travaillent pour transporter de l'enrobé. Comme il n'y a que 2 fournisseurs d'enrobé, chaque année, ils négocient le prix de la tonne transportée d'enrobé. Ceux qui transportent du béton prêt à l'emploi ou des granulats, ils vont chercher dans une carrière pour le livrer des centrales à béton, ils ont parfois, souvent, qu'un seul donneur d'ordre. Donc le type de rapport qu'ils ont avec eux ressemble beaucoup au rapport entre ouvriers et patrons. Vous voyez, donc c'est particulier. Ça n'existe pas en Europe. En Europe, les sociétés sont des vraies entreprises de transport avec un parc de camions et le patron a plusieurs employés, etc. Et ils négocient des contrats avec des donneurs d'ordre. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc, nous sommes toujours battus pour faire évoluer la LOTI. Ensuite, il y a M. Michel Sapin, qui était déjà au gouvernement à l'époque, a fait la loi Sapin.
sur les transports, qui imposait les questions des règles sur les marchés publics, manière d'accéder aux marchés publics, d'accéder à la profession de transporteur. Ils avaient dû entendre plusieurs fois, feu mon collègue Boulevard, se battre contre la loi Sapin pour la modifier. On a toujours essayé. Le gouvernement a essayé de faire des adaptations, mais il n'arrive pas. Parce qu'à chaque fois, il veut les faire pour l'ensemble de l'outre-mer. Donc le problème que les transporteurs ont, c'est que la législation n'est pas adaptée. Là où les choses se sont compliquées pour eux, c'est que la France a décidé de transférer la compétence transport au niveau européen. Quand vous regardez la carte de l'Europe, vous voyez que tous les pays se touchent. Donc un camion peut partir de Bordeaux, traverser toute la France et aller livrer à Munich, aller livrer même à Varsovie, en Pologne. Chacun des pays avait ses propres règles. Donc un camion qui est en règle en Pologne, quand il traverse l'Allemagne, peut-être qu'il n'est pas compatible avec la loi allemande, et quand il arrive en France, c'est encore pire. Donc les Européens ont dit, mais non, comme le territoire est unique, il y a libre circulation des marchandises, il n'y a plus de contrôle aux frontières, faisons un droit international que tous nos entreprises de transport doivent respecter. Comme on nous a intégrés dans la France, donc intégrés dans l'Europe, à partir du moment où une loi est prise en Europe, elle s'applique pour nous. Et c'est ça qui est la catastrophe. Alors, les lois en Europe ne s'appellent pas loi. C'est bizarre. On a laissé le mot loi pour les lois nationales. Soit ça s'appelle soit directive, et puis on a inventé, depuis 2 ou 3 ans, là, un autre mot qui est le paquet. Donc il y a le paquet européen de transport. Donc c'est un ensemble de règles taillées sur mesure pour les entreprises européennes. Ben, identité législative oblige, s'applique à nous. Alors, c'est vrai que chacun des pays européens doit transférer la loi européenne dans leur législation propre. À cette occasion, l'État français a pris des décrets et nous a soumis les décrets. Je dis nous, c'est-à-dire aux 2 assemblées martiniquaises. Parce qu'il faut savoir que l'article 73 de la Constitution qui nous régit prévoit que, c'est sur la première linéa, que les lois peuvent être adaptées à nos conditions particulières. Ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais c'est le Parlement ou le gouvernement qui les adapte. Et pour ça, il doit nous soumettre ces projets de texte Pour avis. Pour avis. Alors, lorsqu'il nous a soumis les textes, nous avons fait un certain nombre d'observations. Et même mon groupe a élaboré un certain nombre d'amendements qui a été intégré à la région, qui tenait compte des observations des transporteurs. Puis malheureusement, ces amendements, ces observations, quand par la poste est parti pour la direction de Paris, nous constatons que le gouvernement n'a pas tenu compte. Peut-être à la marge. En particulier, il y a ce qui s'appelle la capacité financière, c'est-à-dire combien d'argent que le transporteur doit présenter sur son compte en banque pour pouvoir, on dit qu'il a une surface financière. On est arrivé à la baisser un peu, mais pas au niveau où nous souhaitions. Nous souhaitions qu'on n'impose aucune capacité financière à un travailleur indépendant. Puisque pour les autres métiers, on ne demande aucune capacité financière. Pour donner du travail à un plombier, vous n'allez pas lui demander combien vous avez sur votre compte en banque. Vous allez simplement vérifier s'il sait le faire. La capacité professionnelle. Mais non, là, ils ont mis une capacité financière. Capacité professionnelle, on demandait que les gens soient capables de gérer une entreprise qui peut aller dans tous les pays européens. Donc il y a du droit international. Minimum bac plus 2. On dit, mais non, on ne va pas appliquer ça à Martinique. Donc nous avons fait un tas d'observations et nous avons constaté que les lois ont été appliquées sans ça. Et malheureusement, il y a un service de l'État qui est ici. Bah, son rôle, c'est de faire appliquer la loi. Mais c'est impossible. Bah, oui, c'est son rôle. Alors le fonctionnaire, alors c'est vrai, j'ai vu ces jours-ci, c'est pas un fonctionnaire venant de France qui l'applique, c'est un fonctionnaire natif natal martiniquais, mais qu'on lui donne à appliquer. Je ne vais pas donner son nom, je le connais bien, il est très sympathique par ailleurs, mais il a une mission ingrate. Les gendarmes qui sont sur le bord des routes, leur rôle, c'est de faire appliquer la loi. Ils n'ont pas entré dans les détails, est-ce qu'elle est adaptée, c'est pas leur problème, ils font appliquer la loi. Eh bien, les transporteurs n'avaient qu'une seule solution, parce que c'est eux qui subissent les conséquences, de rouspéter. Comme la voix des élus n'a pas eu de succès, eh bien, ils passent à l'action. Ils passent à l'action. Et ils appliquent une formule que Marc Pulvar leur avait enseignée, et j'ai entendu aujourd'hui le président le Lucette le répéter. Marie-Reine, il dit « Je m'arrête de travailler et je reste sur mon lieu de travail ».
il dit que quand les ouvriers arrêtent de travailler, ils sont en grève sur leur chantier, leur lieu de travail, c'est la route. Donc, ils ont arrêté leur véhicule sur la route. Donc, il occupe son lieu de travail comme n'importe quel... Vous voyez, donc, ils font l'assimilation avec le monde ouvrier. Est-ce qu'on doit le reprocher? Est-ce qu'il y a un espoir que ça s'arrange? Alors, pour que ça s'arrange, alors, il y a plusieurs tentatives. Alors, il y a d'abord nos parlementaires patriotes. J'ai parlé de Jean-Philippe Miller et d'Alfred Marie-Jeanne, avec Bruno Nestorazio, dans la proposition de loi qu'ils ont mis, ils ont intégré la possibilité d'adapter, qu'on donne aux Martiniquais, aux élus martiniquais, la possibilité d'adapter les textes existants de transport de marchandises, de voyageurs, aussi bien les transports terrestres que les transports maritimes. C'est pour la proposition de loi. Dans l'habilitation qui sera demandée par le Conseil régional, cette possibilité est aussi demandée. Qu'on nous habilite pour modifier les textes de loi. Si le gouvernement le donne, la région va se réunir et on va préparer une délibération qui va modifier les conditions exigées des transporteurs pour qu'ils assurent la profession. Alors, et on mettra des conditions accessibles à nos transporteurs. Voilà, c'est malheureusement comme ça. Laisse-moi te dire, ne faut-il pas craindre, quand on voit ce qui se passe en France avec la Commission européenne, ne faut-il pas craindre que l'État-nation français dise « Bon, mes ressortissants de Martinique, ils peuvent modifier ça. » Ne faut-il pas craindre qu'il y ait, d'où ça peut venir de n'importe où, ça peut être une autosaisine de la Commission européenne, ne faut-il pas craindre que cette commission qui veut toujours dicter sa loi aux États, et ça c'est un handicap de l'Europe, ne faut-il pas craindre donc que l'Europe qui n'accepte pas attaque Barroso par exemple. Oui. Alors, il y a une possibilité qu'il faut qu'on utilise. Alors, tu sais, c'est que tu sais, parce que tu étais aux affaires, tu sais que dans le traité de l'Union européenne, il y a un article, je crois de mémoire, de l'article 349, qui parle de nous, qui parle de ce qu'ils appellent les régions ultrapériphériques. Exact. Et on reconnaît à ces régions ultrapériphériques un certain nombre de caractéristiques. D'ailleurs, la plupart d'entre ces régions, ça s'appelle ultrapériphériques, c'est qu'elles sont très loin de l'Europe. Donc elles ne sont pas rattachées au continent. Elles ne sont pas comme la Corse. On ne peut pas y aller en voiture. On ne peut pas y aller en voiture. Ouais. Bon, même la Corse ne peut pas y aller en voiture. Il faut prendre le ferry, mais on ne peut pas y aller en voiture. Donc il n'y a pas de continuité du territoire terrestre. Deuxièmement, la plupart d'entre elles, pas toutes, mais la plupart sont des îles. Donc ils ont une géographie particulière. Alors c'est ce qu'on appelle l'insularité, l'éloignement, l'étroitesse, l'exécution du territoire, qui fait que l'Europe peut admettre, mais il faut tout un argumentaire, qui peut avoir des conditions particulières dérogatoires aux lois. Mais pour que l'Europe l'admette, il faut qu'on fasse la démonstration. Ouais. Alors l'une des difficultés que nous avons, c'est que comme nous ne sommes pas autonomes, nous dépendons entièrement de Paris, de la France. C'est la France qui doit aller plaider cette question-là. Qu'il ne maîtrise pas. Voilà, tu as compris. Tandis que nous regardons, il y a des RUP, des régions ultrapériphériques, espagnoles, les Canaries, ou bien portugaises, les Açores et Madère. Alors les Canaries, c'est 7 îles. Les Açores, je crois, c'est 3 îles, et puis il y a aussi Madère, peut-être une ou deux. Madère et les Açores, c'est Portugal. Les Canaries, c'est l'Espagne. Ces deux pays européens ont donné une certaine autonomie assez grande à leurs anciennes colonies. Et pour aller discuter de leur propre affaires, ces pays, Canaries ou Açores et Madère, peuvent aller directement à l'Union européenne faire valoir de leurs particularités, leurs spécificités. Et les ministres espagnols ou portugais les accompagnent. Tandis que nous, à l'article 73, c'est nous qui accompagnons le ministre, mais c'est le ministre qui parle. C'est vraiment une des difficultés. Et même si le ministre est de la Guadeloupe, le ministre dit ce que le gouvernement veut, quoi, en fait. Évidemment, il a la solidarité gouvernementale, il est obligé de préparer ça avec le Premier ministre, etc. Bon, alors c'était l'une des grandes difficultés que nous avons, mais en tout cas, il ne faut pas se décourager. L'article existe, nous l'utilisons pour pouvoir, par exemple, faire en sorte de maintenir l'octroi de mer.
L'octroi de mer, c'est une taxe qui est prélevée sur les marchandises qui sont importées, mais également sur les marchandises produites. On nous a donné la possibilité, pour l'éthioplate, de les baisser jusqu'à 0 pour les marchandises pour l'éthioplate et de les mettre à un certain niveau pour les marchandises qui arrivent, pour compenser les différences de coûts. C'est ce qui permet aux communes d'avoir de l'argent. Ceci, c'est oui, c'est secondaire, mais c'est quand même. Je ne dis pas c'est secondaire, c'est une des retombées. Voilà, mais ce que j'insiste là-dessus, c'est la possibilité qu'a la région de moduler les taux. D'accord. D'ailleurs, les modulent tellement que les communes se plaignent quand on abaisse sur certains produits pour favoriser les consommateurs, ça fait des recettes en moins. Et il faut savoir, par exemple, la région, par an, c'est à peu près 40 à 41 millions d'exonérations d'euros. Non, 40 à 41 millions d'euros. Ça rapporte combien à la région, grosso modo? Alors, la région, non seulement parce qu'il y a une taxe de mer, il y a un octroi de mer régional, l'an dernier, c'était 64 millions d'euros pour la région tout seul. D'accord. Mais ça représente entre 2,5 et 1,5% de la valeur de la marchandise de la part régionale. Et le reste, qui est bien plus important que ça, est réparti sur les 34 communes. D'accord. Mais dans le même domaine, il y a une chose qui a, en plus de la question de la santé, mais il y a une chose qui, dans nos pays, prend une importance extraordinaire et peut devenir presque dramatique pour les personnes concernées, c'est la question de la situation des intermittents du spectacle et de l'opération, de cette sorte d'opération de recentralisation dont ils seront victimes et dont les conséquences seraient énormes pour un pays comme nous, où on pourrait mettre en place une petite économie de la culture, des arts, des loisirs, etc. Et là, on est piégé par cela, parce que les intermittents du spectacle ne voient pas leur sécurité sociale, disons, là-dedans. Et ça pose de gros problèmes. Je m'interroge pour savoir si les élus nationaux, députés, sénateurs, et les élus régionaux, départementaux auront la capacité de faire bouger les lignes sur cette affaire-là. Alors, tu as parfaitement raison, Lucien Silla, de poser cette question. D'ailleurs, les syndicats qui les représentent, les artistes, les auteurs, compositeurs, les éditeurs de musique, nous ont saisi de ça. Ils ont eu raison d'ailleurs de saisir l'occasion du congrès qui est médiatisé et ils sont venus nous faire passer un message. Nous avons appris, en tout cas, je voudrais dire modestement, que j'ai appris par l'intervention qu'ils ont faite, qu'ils nous ont porté une information qui est dramatique pour eux. Alors, je pense que les auditeurs savent que les intermittents du spectacle, on aura reconnu des droits, ils sont intermittents. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas de manière continue. Ils travaillent de temps en temps. Et à chaque fois qu'ils travaillent pour un prestataire, ils passent un contrat avec eux. C'est que notre hôte, eh bien, il est du métier, il connaît ça mieux que moi. Mais celui qui passe commande, il demande une prestation à un artiste, doit faire un contrat, doit le payer, et en même temps doit cotiser auprès d'un organisme qui va servir un revenu de remplacement à cet artiste lorsqu'il n'a pas de contrat. Donc c'est lorsqu'il a un contrat, c'est avec son cachet qu'il vit. Entre deux cachets, il reçoit des indemnités comme tous les travailleurs privés d'emploi. Mais il doit néanmoins faire un certain nombre d'heures pour pouvoir bénéficier de... Alors évidemment, on a donné au Pôle emploi le soin de gérer cette affaire-là. Le législateur a défini donc des règles, il y a un nombre d'heures à faire, etc. Et avec une belle injustice, voilà. Parce que les heures qui dépassent ce nombre d'heures sont perdues. Voilà. Bien. Alors, c'est ça qui est le principe. Lorsqu'on travaille, ceux qui les emploient cotisent pour eux, on prélève aussi une partie sur leur cachet. Vous cotisez, parce qu'il y a une cotisation, la part salariale et la part patronale, bon, un peu classique, c'est classique en France, 1/3 pour les salariés, la part salariale, 2/3 pour la part employeur. En tout cas, c'était ça du temps où je m'occupais des syndicats. Et je ne garantis pas que ça n'a pas évolué, en tout cas, c'était comme ça que je le connaissais. Et on donne à gérer ça à Pôle emploi. En même temps, Pôle emploi en France, dans toute la France, est en déficit parce que le nombre de chômeurs a explosé. Et Pôle emploi, ses recettes, c'est les cotisations prélevées sur les masses salariales qui servent à verser des allocations chômage, des revenus de remplacement, à ceux qui ont perdu leur emploi, involontairement. Comme Pôle emploi est en déficit,
De temps en temps, le gouvernement est obligé d'augmenter les cotisations pour renflouer les caisses de Pôle emploi. Mais il lui demande à Pôle emploi aussi de faire des économies. Alors, Pôle emploi, le directeur de Pôle emploi avec ses équipes cherche comment faire des économies. Comment a-t-on trouvé au XXIe siècle comment faire des économies? Mais partout où il y a des travailleurs qui travaillent à Pôle emploi, on va les remplacer par des machines, par des ordinateurs, par des réseaux Internet. Et on va supprimer l'homme. Et dorénavant, les bénéficiaires, les clients du Pôle emploi ont affaire à des guichets, à des machines, des touches, et ils perdent progressivement les contacts humains. Et puis, pour gérer l'affaire des intermittents de spectacle, Pôle emploi de Martinique avait recruté donc des agents en face à face, en vis-à-vis avec chaque artiste qui vient pour connaître ses droits. Donc il avait quelqu'un qui lui expliquait, qui l'aidait à monter les dossiers, etc. Paraît-il, la semaine dernière, la direction de Pôle emploi a convoqué les artistes pour leur faire savoir que ce système est supprimé. Demain ou après-demain, il n'y aura plus personne. Que c'est supprimé. Et que dorénavant, tout se fait par Internet, avec des serveurs, et les gens qui managent les serveurs sont hors de notre territoire. Ils ont dit que les gens sont en France, c'est même pas sûr. Parce que vous savez, quand vous dialoguez avec un robot, c'est-à-dire vous pianotez sur des touches, soit il n'y a personne dans notre bout qui vous répond, c'est notre robot qui vous répond, c'est-à-dire notre machine, soit parfois quand il y a quelqu'un, vous ne savez pas où il est. En Australie. Souvent, on les embauche dans des pays où la main-d'œuvre est très bon marché, vous ne savez pas où il est. Seule chose, celui qui vous répond parle la même langue que vous, il est francophone, tout ce qu'on sait. En général, sans accent. Voilà. Mais il n'y a pas ce contact. Oui. Et moi, j'ai trouvé que, alors, quand en particulier il y a des erreurs dans les dossiers, qu'il y a des erreurs dans un dossier, vous allez voir l'agent, il regarde avec vous, peut-être que parfois c'est vous qui avez mal déclaré, etc. Il arrange ça avec vous. Comment vous allez faire ça avec une machine? Seule idée que vous avez, c'est quoi? C'est le guichet qui est devant, le guichet automatique qui est devant vous, quoi. Sans compter, Daniel, qu'ici, nos gens auront des communications à leurs frais. En plus. Ils auront des communications à leurs frais. Et il faudra, par exemple, que pour avoir la chance d'avoir un humain à l'autre bout à 10 h du matin, il faudra se réveiller à oui, il y a le décalage horaire en plus. Le décalage horaire. Des choses. Bon. Alors, nous avons voté une motion. Évidemment, quand les élus sont réunis et que ce n'est pas une affaire où ils peuvent prendre une délibération et décider, nous n'avons aucune autorité sous Pôle emploi. Alors, le Congrès s'était réuni, même si on vote une délibération, on dit au Pôle emploi, non, on vous interdit d'enlever les gens, le Pôle emploi n'a pas les élus martiniquais comme autorité de tutelle. Bon, donc, les élus se sont exprimés par une motion, et comme ces décisions-là, c'est des décisions qui portent de haut, qui portent du gouvernement, que la tutelle de Pôle emploi, c'est le ministre des Affaires sociales. Donc, on a chargé les parlementaires, c'est le rôle, d'aller faire remonter la revendication des intermittents de spectacle auprès des décideurs. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, en tout cas, je saisis votre antenne, comme je suis un syndicaliste, pour appeler les intermittents de spectacle à se mobiliser. Parce que les décideurs ne répondent qu'au rapport de force. Alors, le plus grand décideur du gouvernement sera dans nos eaux. Ah, justement. Il faut lui faire passer ce message. Justement, il arrive demain. Il s'est arrangé pour ne pas les recevoir. Non, mais il arrive demain. Excusez-moi, Jacques, mais il arrive demain, monsieur le Premier ministre. Est-ce que justement, les transporteurs, est-ce que toutes ces personnes-là ne devraient pas se mobiliser pour que le Premier ministre les reçoive et puis puisse analyser son gouvernement de gauche? Vous avez bien expliqué ce qu'était qu'un gouvernement de gauche. Monsieur Vanier, alors vous m'avez invité comme élu régional. En tant qu'élu régional, je ne veux pas donner cette consigne. Mais comme en même temps, vous m'avez fait l'amitié de dire que j'ai ma casquette de mime, comme militant patriote martiniquais, qui sait que les gouvernants, quels qu'ils soient, dans le monde entier, ne répondent que lorsqu'il y a une mobilisation en face d'eux. Exact. Donc, indignez-vous. Au lieu de compter sur un parlementaire qui va porter le message, qui malheureusement, lorsqu'ils arrivent pris dans une grande enceinte, vous avez vu comment est l'Assemblée là, sous les ordres de la République, la voix est un petit peu étouffée. Quand Jean-Philippe Nilor parle tout seul, on ne le prend pas au sérieux suffisamment. Mais s'il y a une masse et que le Premier ministre sait qu'il y a une mobilisation, comme il est garant de la paix sociale, il va prendre des dispositions pour accélérer les choses. Logiquement, hein, monsieur. Vous comprenez?
Oui. Alors vous voyez la difficulté que nous avons parce que ceux qui décident sont à 7000 km, alors quand ils viennent, profitons pour leur faire prendre conscience. Oui. Jusqu'au jour où ceux qui vont décider seront sur place, et là ils seront, j'ai l'habitude de dire que ce jour-là sera un beau jour pour les masses parce que les décideurs seront à portée de calotte. Dites-moi, M. Seront Marissette, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop étroit, cet habit du 73? Parce que là, je vois qu'il y a de plus en plus de problèmes et puis j'ai l'impression qu'on découvre au fur et à mesure que la Martinique, c'est une île qui c'est pas la même chose que ce qu'on voit sur le territoire national. Donc, les lois qui sont décidées là-bas, en France, ne sont pas adaptées ou adaptables au pays, à la Martinique. Donc, est-ce que le 74 n'aurait pas été mieux? Mais vous remercie de dire ça, monsieur Toussaint. Il y a des gens qui ont passé leur temps à faire peur à un certain nombre d'électeurs, leur disant, si vous ne restez pas dans ce système-là, tous les droits que vous êtes battus pour avoir, ils les perdent tout de suite. On les a trompés. Je dois vous dire que les pays qui ont choisi de passer à l'autonomie, je préfère dire ça plutôt que dire 74, parce qu'en fait, nous demandions l'autonomie. Ceux qui ont choisi de passer à l'autonomie et qui ont pris un certain nombre de compétences sur les questions sociales, à chaque fois qu'on nous soumet un décret pour revaloriser, par exemple, le RSA, le RMI, la retraite, etc., je vois dans les décrets que ce décret s'applique à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, et puis je vois derrière Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est-à-dire que ces pays-là, qui ont osé passer à l'autonomie, ils continuent à avoir le même régime social que nous, alors qu'on nous avait fait croire que si nous sortions de 73 pour 74, nous allions perdre nos avantages sociaux. Je dis à ceux qui ont mis ça dans la tête des gens, qu'ils ont trompé, eux, ils sont seuls avec leur conscience. Mais je dis aux électeurs qui se sont laissés de faire la même analyse que vous. Est-ce que ce n'est pas mieux que vous ayez sur votre territoire des élus que vous avez choisis vous-même et qui peuvent adapter les textes aux réalités? C'est ce que l'article 74 permettait de faire. J'invite d'ailleurs tous ceux qui m'écoutent, parce que tous qui vont sur Internet, tapez article 74 de la Constitution française, l'article va arriver, vous allez le lire et vous allez voir, on dit que les territoires qui sont régis par cet article peuvent s'administrer dans le intérêt propre. Le mot intérêt propre, c'est vos propres intérêts. C'est ce qui est marqué dans la Constitution française. C'est nullement marqué qu'ils vont perdre l'égalité avec les autres citoyens de France, parce que quand vous appartenez à la République, c'est le préambule de la Constitution, ce qui est au début du texte de la Constitution, qui établit l'égalité des droits entre les citoyens. C'est marqué. Maintenant, peut-être tout le monde ne lit pas tous les jours, etc. Ce qui permet à des charlatans, on les appelle comme ça, peuvent faire peur. C'est facile de faire peur aux gens. On dit l'avenir est incertain, tout le monde fait. Et on a envie de retenir la nuit, on retient la nuit, pour que le demain n'arrive pas. Mais demain va arriver quand même. Est-ce que le fait d'avoir un ministre guadeloupéen, ça a apporté quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose pour nous, pour les départements d'outre-mer? Non. Avant d'être guadeloupéen, Victorin Lurel est socialiste. Et je le vois dans ses comportements. Et il est tenu par la solidarité gouvernementale. Bon. Peut-être c'est un avantage parce qu'il nous connaît. Si on parle en créole pour lui, il va comprendre. Mais nous avons les voies de divergence. Par exemple, lui, il s'est battu pour que la Guadeloupe ait toujours deux assemblées. Donc il ne comprend pas pourquoi la Martinique a voté pour deux assemblées, qu'il fallait le mettre tout de suite. Donc, avec la complicité, à la demande du président de région, il a œuvré pour éloigner le jour où la Martinique aura sa seule assemblée. Puisque c'est lui, c'est dans une loi qu'il a défendue, qu'on a reporté les élections à 2015. Donc pour lui, il est contre les deux assemblées, il ne veut pas en Guadeloupe. Et il est contre l'Assemblée unique. Voilà, il est contre l'Assemblée unique. Et il se permet de présenter une loi pour reporter notre Assemblée à nous jusqu'à 2015. Donc, même s'il est de chez nous, des Antilles, il raisonne gouvernemental. Et même, je vous dis quelque chose, je vais prendre mes responsabilités, parce que ce que je dis là, j'ai constaté que c'est partagé par l'ensemble des élus régionaux. Vous savez que c'est lui qui, au nom de l'Outre-mer, moi j'appelle le ministre des Dernières Colonies, ira
à Bruxelles pour défendre la reconduction de l'octroi de mer. Vous savez, l'octroi de mer est mis en place à chaque fois pour 10 ans. Et il faut à chaque fois présenter un rapport et aller défendre toujours menacé. Pour convaincre les dirigeants de l'Union européenne qu'il faut encore prolonger. Nous sommes rendus compte que la conception de l'octroi de mer, de la politique de l'octroi de mer que nous avons en Martinique, n'est pas exactement la même que la conception de nos camarades guadeloupéens. On a vu ça dans la pratique. Par exemple, le législateur français, pour des raisons qui m'échappent, a voulu que la Martinique et la Guadeloupe soient un territoire douanier unique. C'est-à-dire une marchandise qui rentre en Martinique en venant de Guadeloupe ne paie aucune taxe. Si elle vient d'Europe et elle rentre dans l'un des pays, elle paie l'octroi de mer dans le pays où elle est entrée. Et si cette marchandise est redirigée vers l'autre pays, il n'y a pas de code de mer. Donc, pour protéger la production martiniquaise, depuis le temps de Marie-Jeanne, on avait discuté avec la MPI, l'Association martiniquaise de la production industrielle. Avec eux, on avait dit, bon, pour protéger notre production industrielle, nous allons baisser toutes les matières premières qui rentrent dans la composition d'un produit martiniquais. Le produit martiniquais lui-même, on ne va pas mettre le code de mer important là-dessus. Par contre, les produits concurrents de la même famille de produits, on mettrait un code de mer élevé. Et comme ça, on favorise la production en Martinique, donc l'activité en Martinique. Et nous avons dit aux camarades guadeloupéens, en tout cas, ce n'est pas moi qui avais ce dossier en charge, mais en tout cas les collègues qui l'avaient en charge, faites la même chose. Protégeons nos produits. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors, ils regardent, quand le produit est fait en Martinique et il n'est pas fait en Guadeloupe, ils baissent l'octroi de mer sur le produit qui vient de France. Ce qui fait que le produit arrive par la Guadeloupe et revient en Martinique. Parce qu'il y a toujours des importateurs qui cherchent leurs intérêts. Alors il y a ce qu'on appelle alors les douaniers appellent ça le détournement de trafic, le trafic de marchandises. Donc vous avez, s'il rentre en Martinique, étant il paie 25% d'octroi de mer, s'il rentre en Guadeloupe, il ne paie que 5%, mais l'importateur qui est en Martinique le fait venir voir la Guadeloupe et arrive ici et ça vient concurrencer de plein fouet la production martiniquaise. Mais nous ne sommes pas arrivés jusqu'à présent à obtenir une solidarité avec la Guadeloupe pour que nous ayons une harmonisation des taux d'octroi de mer. Parce que les collègues guadeloupéens disent, écoutez, moi je me bats contre la vie chère. Parce qu'ils ont mis dans leur tête que c'est l'octroi de mer qui fait augmenter les prix. Et nous soutenons le contraire. Donc il y a quelques divergences entre nous sur ça. Nous ne sommes pas encore arrivés à harmoniser à peu près 150 produits, 125 à 150 produits, où les taux sont différents. Et les importateurs choisissent là où le taux est le plus bas. Et je ne crois pas qu'un ministre guadeloupéen va faire quoi que ce soit pour que ce soit arrangé. En tout cas, je ne vais pas aller jusqu'à dire la formule comme ça, je te laisse la dire, mais en tout cas, je la pense aussi. Donc c'est pourquoi nous sommes un peu méfiants que ce soit lui qui aille défendre le problème de l'octroi de mer à Bruxelles. Nous n'avons pas la même conception. En tout cas, nous avons sensibilisé le président actuel de la région Martinique. En tout cas, en plénière, tout le monde m'a entendu lui dire ça et j'ai vu apparemment qu'il partageait la même analyse, mais je ne sais pas s'il ne va pas faire passer son amitié et sa proximité avec le ministre avant la défense de nos propres intérêts. Il n'y a pas d'octroi de mer sur les produits locaux. C'est ça? Non, comment ça se fait que les produits locaux soient plus chers? Je corrige. Nous mettons un taux zéro. Il ne faut surtout pas dire qu'il n'y en a pas. D'accord. Alors, parce que nous sommes là en même temps pour informer le public, je dis que l'octroi de mer a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle l'octroi de mer, alors parfois on l'appelle l'octroi de mer général, et puis dont le taux variable entre 0 et 40. Il y a plusieurs taux. Et puis, il y a l'octroi de mer régional, l'OMR, dont le taux minoré, c'est 1,5% et le taux majoré, c'est 2,5%. D'accord? Ce sur lequel la loi nous a autorisés à jouer, c'est sur l'octroi de mer général. Donc, on peut fixer un taux 0. 0, c'est un taux. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'octroi de mer. Il y a un taux. On fixe 0. Et puis, on lui met le taux minoré de l'octroi de mer régional. Donc, il paiera 1,5. D'accord? Et il paiera 0. Et puis, une marchandise qui lui fait de la concurrence, par exemple, c'est le cas de la farine. Vous parlez de la farine de froment, qui sert à faire le pain. Si vous commandez directement de France, vous payez un taux très élevé, je crois, de l'ordre de 40. Si vous achetez dans la minoterie, c'est le nom de la fabrique de farine, la minoterie qui est ici, la minoterie, lui, pour les grains de blé qu'il fait rentrer, il ne paie pas d'octroi de mer, et on lui dit, vendez votre farine à un prix bas. Parce qu'on ne met pas d'octroi de mer sur la farine qu'il vend.
Et on a inverti les boulangers. Je profite pour leur répéter ça. Je profite également, si vous me permettez de passer un message. Il y a un débat actuellement entre la production d'aliments pour bétail sur place et les coopératives d'éleveurs de bétail. La provenderie qui fabrique l'aliment composé ici a cru devoir augmenter, à notre avis, exagérément son coût. Au point que ça a entraîné une réaction des coopératives d'élevage qui actuellement veulent importer directement. Mais à l'époque, lorsqu'on a créé l'usine pour fabrication de l'aliments pour bétail, les investisseurs étaient venus trouver le président Marie-Jeanne, disant, nous allons créer des emplois, mais il faut nous protéger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé, on a exonéré les produits qu'il importe, elle lui a dit qu'il faut vendre bon marché, et on a frappé d'une taxe d'octroi de mer les produits concurrents qui viendraient à l'import. Donc, la région a fait des efforts pour protéger. Mais on le fait pourquoi? C'était pour qu'ils puissent vendre très bon marché pour les éleveurs. Donc, je lui dis, c'est pas moi qui suis président de région, mais j'ai déjà défendu ce point de vue devant le président de région, il faut qu'il fasse attention. Parce que s'il ne vend pas à des prix modérés pour les transporteurs, la région a la possibilité de revoir sa position et de baisser l'octroi de mer sur les marchandises importées pour favoriser les éleveurs. Et lui, c'est l'affaire des haricots pour lui. C'est ça que je disais, ouais. C'est l'affaire des haricots. Parce que si l'éleveur a plus d'intérêt à importer du Brésil ou de, je ne sais pas d'où, les États-Unis, il va perdre sa clientèle. Donc il faut qu'il fasse attention. Tu connais l'argument. Il va dire combien d'emplois il représente. C'est ça. Enfin, il fasse attention. Mais les éleveurs aussi représentent des emplois. Exactement. Alors, donc, on est obligé de trouver le bon équilibre, quoi. Ouais. pour revenir un peu à l'Assemblée unique, parce que c'est bientôt, hein, c'est demain, 2015, c'est quand même assez proche. Je ne sais pas si tous les Martiniquais ont véritablement compris comment ça va se passer, comment l'élection va se passer. Alors on parle de circonscription, on parle de liste à la proportionnelle. Nous avons déjà invité plusieurs personnes ici qui nous expliquent de différentes manières les choses. En tout cas, je vais essayer d'expliquer simplement. Bien. Parce que j'ai eu l'honneur, c'est l'honneur pour moi, d'être l'un des artisans de cette affaire-là, parce que, rappelez-vous, sur la présidence d'Alfred Marie-Jeanne, d'ailleurs, pour les deux consultations, il m'a fait jouer le même rôle, qui était, j'animais une commission qui s'appelait la commission mixte, ad hoc mixte. Alors, c'est mixte parce qu'il y avait donc des élus du Conseil général et des élus du Conseil régional. Et on se réunissait pour préparer ce qu'on appelle un texte d'orientation, c'est-à-dire on décrivait comment va être la collectivité unique. Donc nous avons eu à débattre, y compris du mode de désignation des élus. Alors on a eu à débattre d'abord pour savoir combien d'élus il y aura. Il y a eu tout un débat, et puis finalement, on s'est arrêté à une 60aine d'élus. Il y aura 51 qui vont siéger dans l'Assemblée et 9 qui vont sortir de l'Assemblée pour constituer ce qu'on appelle le Conseil exécutif. Donc, l'exécutif, ce ne sera pas une seule personne actuellement. Actuellement, que ce soit au département ou à la région, l'exécutif, c'est une seule personne, c'est le président. C'est-à-dire, lorsque l'Assemblée a voté, l'exécutif, c'est celui qui exécute les décisions. Comme dans une commune, le conseil municipal vote et c'est le maire, tout seul, l'exécutif. On a voulu, pour limiter le pouvoir personnel, dire que l'exécutif doit être collégial. Il y a un président du conseil exécutif, mais il sera assisté d'un certain nombre de vice-présidents, mais chacun aura une responsabilité. Et ils seront ensemble responsables devant l'Assemblée. Ils pourront être renversés s'ils ont fait des conneries, etc. D'ailleurs, on peut voter une motion de censure et si on les met en minorité, les débarquer. Bon. Et ça, c'est la première chose. C'est ce qui va changer par rapport à maintenant. Au lieu d'avoir un président, on a un conseil exécutif. Bon. Deuxièmement, pour le mode de désignation, il y a eu tout un débat entre nous et il fallait trouver un compromis au débat. D'abord, ceux qui sont comme nous, partisans de la parité. C'est-à-dire, disant que dans un pays, il y a des hommes et des femmes, il faut que dans les élus, on trouve moitié d'hommes, moitié femmes. Il n'y a qu'un seul mode de scrutin qui permet ça. Un seul. C'est les scrutins de liste. C'est-à-dire qu'il y a une liste paritaire qui est présentée, et puis
Deuxième mode qui est très démocratique, c'est qu'en fonction du nombre d'électeurs, chacun a des sièges. C'est ce qu'on appelle la proportionnelle. Nous voulions une proportionnelle intégrale. Bon. On s'est heurté à ceux qui disaient « Ah non, ouais, mais s'il y a juste une voix, le machin, on peut acheter un type et puis la majorité peut basculer, il faut faire la stabilité. » Alors, c'est cela que le gouvernement a suivi en donnant une prime à la liste qui arrive en tête. Voilà, 11, c'est-à-dire une prime de 20%. 20% de 51, ça fait 10, mais comme on ne va pas couper les hommes, donc ça fait 11. On arrondit à 11. Donc la liste qui arrive en tête aura tout de suite 11 sièges tout de suite. Bien. Et puis, 11 sur 51, donc il reste 30 à partager, c'est bien ça? 40. 40 à partager, et les 40 à partager sont à la proportionnelle du nombre de voix obtenues. Mais la liste qui arrive en tête a une majorité. Il peut gouverner. Et évidemment, comme il a une majorité, les personnes qui vont constituer le conseil exécutif seront nécessairement issues de ses rangs. C'est la liste qui est arrivée en tête. Il faut les remplacer. Et puis évidemment, quand ils sont sortis, les remplaçants montent. Les suppléants montent. Et il y a eu un autre débat. Des gens qui disaient, mais écoutez, la Martinique, c'est un territoire divers, le nord ne ressemble pas au centre, ne ressemble pas au sud, il faut tenir compte. Donc il y a eu tout un débat. Il y en avait qui étaient partisans qu'on fasse des cantons, comme pour les conseillers généraux. Ben on dit, mais si vous faites des cantons, vous n'aurez pas moitié homme, moitié femme. Donc il fallait trouver un système. On a débattu. Et puis, il y a un collègue, c'est pas la peine de dire son nom, qui a dit, mais comme la Martinique est déjà découpée en 4 morceaux pour l'élection des députés, organisons les élections professionnelles à la proportionnelle dans chaque circonscription de députés. Alors pour les députés, on appelle ça circonscription. Et pour la collectivité unique, on l'appelait section. Donc il y a 4 sections. Alors vous voyez, il y avait donc certains qui disaient, j'en faisais partie, la Martinique est une et indivisible, donc il faut une seule liste pour la Martinique, et puis il y en a d'autres qui disent, ah non, séparer le sud, le centre, le nord-atlantique, le sud-Caraïbes, etc. On sépare tout ça. Nord-Atlantique, Nord-Caraïbes, c'est pas le même nord. Le sud, on peut dire c'est le seul sud. Et puis il y a le centre, et puis il y a Fort-de-France qui est différent. Bref, le gouvernement a choisi de donner satisfaction à ceux-là. Mais en même temps, c'est Sarkozy était assez bizarre, parce que c'est lui qui était l'interlocuteur, il voulait satisfaire tout le monde. Alors il dit, bon, il n'y aura qu'une seule liste, donc une seule tête de liste pour tout le pays. Donc tous les Martiniquais peuvent voter pour la même tête de liste. Mais il demande à chaque tête de liste, donnez-moi une liste à 4 morceaux. Donc nous aurons plusieurs listes, mais chaque liste a 4 morceaux. Vous avez suivi ce que Oui. 4 listes. Mais il y a une seule tête de liste, mais la tête de liste, par exemple, non, Alfred Marie-Jeanne, j'ai voté pour nous. Alfred Marie-Jeanne va conduire une liste. Cette liste aura un morceau dans le sud, un autre morceau à Fort-de-France, avec des noms différents, et les personnes, voilà, et c'est la même tête de liste. Et les personnes de Fort-de-France vont voter pour, je crois, pour 13 sièges, ceux du Sud pour 14 sièges ou 15 sièges, donc je n'ai pas bien les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est coupé en 4 morceaux et ça fait 50 en tout. Donc c'est par section aussi qu'on va attribuer les sièges en fonction du nombre de voix. Oui. Alors il y a un décret qui doit sortir pour regarder comment la proportionnelle va jouer, parce que déjà, première répartition, la liste qui arrive en tête sur toute la Martinique a les 11 sièges, et c'est les autres les 40 qui restent qui sera répartis par proportion, par secteur. Je suppose. Alors il faut dire que ce n'est pas une innovation, et j'invite tout le monde à aller regarder comment les élections les élections régionales se font en France, jusqu'à présent. Les élections régionales en France, chaque département est une section. Oui. Donc, par exemple, une région en France qui a 3 départements, il y a beaucoup de régions qui ont 3 ou 4 départements, il y a une seule tête de liste pour toute la région. Par exemple, Ségolène-Royal en Poitou-Charentes, elle est tête de liste, mais elle avait un morceau de sa liste en Poitou, un autre morceau en Charente, un autre morceau à Charente-Maritime, etc. Ouais, donc, c'est déjà ça qui s'applique. Il y a des sections départementales, donc la liste avait des morceaux départementaux. OK? C'est exactement d'ailleurs ce qu'on a fait pour les listes à l'Europe, européenne. Hein? Il y a une liste pour toute la France, et puis il y a une liste pour le secteur atlantique, le secteur océan Indien, et puis une fois que les gens sont élus, chacun rentre
sur le couvert de sa liste. Mais pour l'Europe, on n'aura jamais aucune chance d'avoir un député européen. Pas du tout. La manière On dont n'est pas- c'est on n'est pas assez fait, nombreux. voilà. On n'est pas Donc assez c'est nombreux. toujours la réunion Voilà, qui voilà. a toujours ça. Non, il y aura toujours quelques de la... Il y aura quelques de l'Atlantique, parce qu'on a séparé. La Réunion est pour l'océan Indien, ils ont un siège, et puis nous avons un siège pour l'Atlantique. Alors, celui qui sera élu, c'est celui qui va obtenir une place sur une grosse liste française. D'accord. Hein, C'est donc nouveau ça, c'est assez, Oui, c'est assez oui, c'est un récent, hein. socialiste guadeloupéen qui l'a eu, hein, qui l'a élu parce qu'il était présenté. Voilà. Ouais. D'accord. C'est déjà ça. Oui. D'accord. Oui, c'est déjà ça. Alors nous approchons encore plus proche, enfin non, encore plus proche. Les élections municipales sont encore plus proches. Quelle est la ligne de conduite du MIM pour les élections municipales? Alors, notre ligne est assez claire. D'abord, nous sommes dans une alliance des patriotes, c'est-à-dire CNCP, Palima, Modémas, et puis nous avons notre allié, le RDM, et puis aussi le Parti communiste. Donc, nous travaillons avec eux, et partout où c'est possible d'avoir un candidat unique de l'Alliance, nous travaillons. Et là où ce n'est pas possible, nous avons défini des règles. La première règle, lorsque une des parties de l'Alliance a des maires sortants, nous soutenons le maire sortant et nous ne présentons pas le candidat en face de lui. C'est la première règle de bonne conduite. Et deuxièmement, si nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord sur la même tête de liste et la même liste, nous admettons le principe des primaires avec accord, avec une possibilité de fusionner au deuxième tour. Voilà le grand principe que nous avons avec nos alliés sur lequel nous travaillons. Maintenant, le MIM en interne, moi je suis secrétaire à l'organisation du MIM, nos structures de base s'appellent des comités patriotes. Nous avons demandé à tous nos comités patriotes de discuter en leur sein, d'étudier les conditions particulières dans chaque commune, là où il y a des possibilités, et il nous faut connaître des candidats à la candidature. Et puis c'est notre comité national qui tranche. Donc nous avons déjà rendu public un certain nombre de candidats. Alors, est-ce que vous serez vous-même sur la liste pour le Lamentin? C'est un débat. Je serai vraisemblablement sur la liste. Enfin oui, tête de liste. Puisque je suis sortant. Oui. Maintenant, on débat pour savoir, nous sommes en train de débattre, je ne suis pas encore en mesure d'officialiser quoi que ce soit pour le Lamentin, sinon que nous serons présents avec nos alliés. Donc, Qui sera la tête de liste, vous allez le savoir ultérieurement. D'accord. Donc, parce que les consultations continuent. Monsieur Malsa, à Sainte-Anne, ou le maire du Prêcheur, tout ça, nous Voilà, nous n'allons pas présenter de liste contre eux. D'accord. Aux Anses d'Arlé, nous n'allons pas présenter de liste contre eux. À Grand-Rivière, nous n'allons pas présenter de liste, tout ça. Et le Vauclin J'ai cité le nom là de l'allié du RDM. Alors, dites-moi, justement, Bruno Nestor Azero, sa position, est-ce que vous pensez que sa position est suffisamment claire vis-à-vis du MIM, enfin Non, Bruno Azero, d'abord, il a été dans l'équipe de majorité de Claude Lise. Il a toujours été loyal vis-à-vis de Claude Lise. Nous avons noté que dans l'alliance qui fonctionne au Conseil général, les deux élus de Sainte-Marie sont restés loyaux. Donc, et ensuite, lorsque Bruno Nestor a été élu député, il a été sollicité un peu par différents groupes. Il a choisi d'entrer dans le même groupe que Jean-Philippe Milor et Alfred Marie-Jeanne. Et ils coordonnent leur action au niveau du Parlement. Donc, sur ce plan-là, nous le considérons comme un allié. Nous le considérons. Et donc, nous avons l'intention d'appliquer les mêmes règles que nous appliquons à nos alliés. Et le maire du Vauclin? Alors, le maire du Vauclin, les élus vauclinois ont toujours travaillé, j'ai vu, avec le RDM. Ils sont proches. Ils ne sont pas RDM, d'après ce que j'ai compris. Ils sont proches. Donc, nous discutons avec le RDM et le MIM prendra peut-être la même position que le RDM vis-à-vis d'eux. D'accord. Vous voyez? Donc, ça fait partie des discussions qui sont encore en cours, sur lesquelles je ne peux pas encore officiellement dire voilà notre position. Est-ce qu'il y a un fond d'assemblée unique, justement, lors de ces élections? Un fond d'assemblée unique. Oui, c'est-à-dire que, est-ce que ce ne sera pas la vision de cette assemblée unique qui sera en ligne de mire lors de ces élections de 2014? Est-ce qu'il n'y a pas une grosse stratégie qui se prépare? Bien. Dans ce rassemblement, que de temps en temps nous appelons le Rassemblement martiniquais pour le changement, ou le Front pour la responsabilité martiniquaise, nous faisons la même analyse concernant l'assemblée unique. Nous considérons que la mise en place de cette collectivité de Martinique, c'est la mère des batailles. C'est ça qui va déterminer l'avenir de la Martinique pour les périodes qui viennent.
Donc c'est une élection importante. Et les élections municipales, maintenant, c'est prendre date, préparer l'étape d'après. Bien. Mais nous avons reconnu à chacun des partis le droit d'avoir sa propre stratégie. C'est pourquoi que nous ne forçons pas la main, actuellement, dans l'état actuel de nos rapports, pour qu'il y ait des listes uniques, partout. Ni des listes uniques pour l'Assemblée unique. Parce que chaque parti a besoin d'exister, que notre alliance n'est pas une fusion des partis. Vous avez Martinique Nouvelle en face. Il y a quoi de l'autre côté? Oui, mais nous l'avions en face pour les députés. Vous avez vu les résultats des députés? Oui, c'est vrai. Les élections des députés. Donc, ça veut dire que notre stratégie, que nous avons fait pour les députés, avec le RDM, nous avons fait des primaires. Nous avons fait des primaires au centre-atlantique, nous avons fait des primaires au sud. Et ils ont joué royalement. Milan et Alfred Marie-Jeanne ont été soutenus par les dirigeants du RDM au deuxième tour. Même au-delà. Francis. Parce qu'on se rappelle que Edmond Mariette a demandé à voter Marie-Jeanne. Oui, ça c'était une position personnelle de Philippe. Mais Birota, qui est RDM au Robert, a soutenu Marie-Jeanne dès le premier tour. Et ensemble, tous ensemble, nous avons soutenu Francis Carole aux législatives. En face de Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Et Francis Carole a fait un beau score au point que nous sommes déjà derrière Francis pour Fort-de-France. Comme ils sont derrière nous pour Shelcher, où Léon Barduré a rendu public sa candidature, ils sont derrière nous pour Saint-Esprit, où nous avons Miguel Duval, et nous révélons nos candidatures. À Saint-Luce, c'est déjà Jean-Philippe Nilor, et à Rivière-Salée, nous avons dû annoncer que c'est Stéphanie Noka. Et je vous invite à venir assister le 28 à Rivière-Salée, à l'entrée de Petit-Bourg, à la réunion générale des militants et sympathisants du MIM, où nous allons présenter notre candidat pour Rivière-Salée. Chez Laguerre? Oui, chez Laguerre. L'immeuble, la Villa Laguerre. Alors, puisque nous parlons des municipales... Mais c'est pour faire la paix, c'est pas pour... Puisque nous parlons des municipales, M. Daniel Marie-Sainte, quelle sera votre opinion à vous concernant les maires, par exemple, qui ne veulent pas faire de mariage homosexuel dans leur commune? Comment ça va se passer? Je n'ai pas compris. Vous posez la question. Ouais. Des maires qui refusent de marier des homosexuels. Non, c'est... Alors d'abord, ils ont pris leur courage. Parce que j'y pense parce qu'on a parlé aussi du Vauclin, parce que monsieur le maire du Vauclin l'a toujours dit. Je l'ai entendu. Alors, il y en a deux attitudes. Il y en a certains qui peuvent se défausser sur un adjoint, il faut qu'ils trouvent un adjoint. Et puis j'ai entendu un en France qui ne trouve aucun adjoint, il a dit que s'il a le cas présent, mais je pense qu'il dit qu'il est jusqu'au bout, peut-être parce qu'il pense qu'il ne va jamais dans le village où il est, qu'il voit ça. Alors, c'est des actes de courage politique, avec ses convictions. Parce que c'est vrai, lorsque vous êtes maire, Lucien le sait, il a été maire, vous n'êtes pas simplement responsable politique, vous devenez un officier d'état civil. Et un représentant de l'État. Et vous êtes donc, vous faites des actes au nom de l'État. Et l'État, en retour, a le droit de vous sanctionner quand vous ne respectez pas ses lois. Non. Alors, c'est ça. Alors, c'est une question de confiance. Alors, si vous, le président de la République avait parlé de clause de conscience, et puis il s'est fait taper sur les doigts, il a retiré ça. Très vite. Mais oui. Alors, le lobby s'est mobilisé voilà. là. J'ai déjà eu à signaler que ma position personnelle, je ne suis pas maire, mais en tout cas, si j'étais législateur, j'allais me battre pour qu'on n'appelle pas ça mariage. On pouvait faire une union pour lui reconnaître les mêmes droits. Ce qui a heurté, c'est le mariage. Ce qui a heurté, c'est le terme de mariage exact. qui a heurté. Ouais. Bon, qui a heurté l'opinion publique, surtout la nôtre, qui est idéologiquement, majoritairement chrétienne. C'est notre histoire. Et mariage, ça peut dire cérémonie religieuse. Voilà. Alors, le législateur français, qui est d'une autre civilisation que nous, parce que eux, ils ont créé dès le début de la République, une République laïque, etc., et qui combattent, parce qu'il y a plusieurs guerres de religion qu'il y a eu en France, et ils ont arrivé à la paix en séparant l'Église et l'État. Pour les Martiniquais, l'éducation que nous avons reçue, dans notre tête, il n'y a pas la séparation entre l'Église et l'État. Donc nous sommes de cette civilisation-là, et le législateur français n'a absolument pas tenu compte de ça. Et moi je dis que lorsqu'on gère un peuple, lorsqu'on administre un peuple, il faut tenir compte de sa culture, de son idéologie. Ça ne sert à rien de le choquer inutilement. Donc, dans notre parti, chacun avait son opinion personnelle, mais nous avons convenu avec nos parlementaires qu'eux, ils sont les porte-parole d'un peuple. Ils sont les porte-parole d'un peuple. La question, quand vous êtes élu par un peuple et vous allez quitter votre pays pour aller défendre
l'intérêt de votre peuple, est-ce que c'est votre opinion personnelle qu'il faut jouer ou bien est-ce que c'est l'opinion du peuple que vous représentez? Et c'était le vrai débat. Et nos parlementaires, Marie-Jeanne et Nilor, ont choisi de tenir compte de la volonté populaire. Tout en disant, bon, ils n'ont rien contre les homosexuels, etc., mais ils sont obligés de tenir compte du peuple. Bruno Nestor-Azéro a fait la même chose. Donc, en tout cas, les gens, le lobby, comme vous dites, les a attaqués individuellement, mais sans tenir compte de la fonction qu'ils exerçaient. Et c'est un débat philosophique. C'est quoi un député? Étymologiquement, c'est quelqu'un qui est un porte-parole d'un groupe d'électeurs. Et qui a été choisi par le peuple. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que vous allez prendre des positions au nom du peuple qui sont différentes de celles du peuple. C'est un débat. Et nos camarades, nos amis, nos camarades qui sont élus parlementaires, qui avaient donc à prendre position, ont fait ce choix. Et ils l'assument. J'ai vu qu'il y a des sénateurs plus ou moins courageux, qui au dernier moment, ils ont deux, ils étaient élus sur le même bain, au dernier moment, l'un a écrit un texte très alambiqué pour dire finalement il vote oui, l'autre a écrit un texte très alambiqué pour dire qu'il s'abstient. Manque de peau, il a donné procuration à un parlementaire qui lui a voté pour lui. Le parlementaire du sénateur, de maire de François. Vous voyez, donc ils étaient moins mal à l'aise, ils étaient moins à l'aise, alors que leur chef de groupe, j'allais dire, leur chef de groupe a voté pour. A voté pour. Donc, vous voyez leur ambiguïté, parce qu'il n'y avait pas de principe. On a choisi le principe d'être le fidèle porte-parole du peuple. Je fais un parallèle audacieux, puisque c'est en fait ce centenaire. Moi, j'ai lu dans plusieurs textes d'Aimé Césaire qu'il a porté la décentralisation, pardon, la départementalisation, qui s'est avérée être l'assimilation, alors qu'il était profondément anti-assimilationniste. Oui, oui, tout à fait. Mais qu'il était obligé de tenir compte que la volonté de la grande majorité du peuple, et qui avait commencé à mener une lutte dès le lendemain de l'abolition de l'esclavage, c'était la lutte pour l'égalité. Et ensuite, tout de suite dans l'après-guerre. Voilà. Donc ils ont mené cette lutte pour l'égalité. Le rapport de force se prêtait, il a accepté d'être le rapporteur de ça sans y croire profondément. D'ailleurs, très rapidement, dès 1956, il commençait déjà à dénoncer ce que lui-même avait défendu. Donc, cette conception du parlementaire, porte-parole d'un peuple, ça nous paraît être politiquement injuste. Un élu qui est élu et qui va défendre un point de vue personnel plutôt que celle de son peuple, pour moi, trahirait le mandat qu'il a reçu. Vous voyez le problème? C'est pas simple. Alors, nous parlons justement de parlementaires. Quand vous voyez que dans les législatives partielles, le candidat socialiste a été balayé dès le premier tour, et on se retrouve avec l'UMP et le Front National face à face, est-ce que vous avez peur que ça puisse arriver en Martinique un jour, cette histoire-là? Alors, est-ce que c'est une question de peur ou pas peur? D'abord, que le Front National puisse arriver à un stade d'avoir un élu ici. Il y a deux aspects dans la question. Je réponds à la première, parce que la réponse va être un peu plus longue. La première, c'est qu'il est traditionnel que dans toutes les élections intermédiaires, les électeurs sanctionnent les équipes en place. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France. Le rumeur. Voilà. Ils sont mécontents parce que le président Hollande lui avait fait expérer beaucoup de choses et puis il est incapable de satisfaire, les sanctionne, comme ça se fait actuellement pour le président de région. Moi, je pense que les législatives, c'est un début de sanction par rapport aux promesses faites lors des régionales de 2010, non tenues. Bien, donc c'est du classique. L'électeur exprime son mécontentement grâce à son bulletin de vote. Maintenant, que le Front National puisse implanter en Martinique, malheureusement, il est déjà implanté, puisque vous avez vu aux élections présidentielles, ils ont eu des voix. La question, et j'ai entendu, parce qu'il y a des antennes ouvertes sur certaines radios, j'ai entendu quelqu'un affirmer qu'il faut donner à cette dame-là son chance, parce qu'elle dit, elle a compris la France, au Français, il a compris ça. Mais celui qui parle, et j'ai vu son accent est un Martiniquais, il pense qu'il se met dans les Français. Il croit que, comme Marine Le Pen dit, la France aux Français, il croit que lui... Il est français. Il est français. Alors, quand un Français le Français le regarde comme l'étranger. Même si tu as ta carte d'identité qui est dans ta poche, ou bien le passeport est marqué français, lorsqu'ils l'attaquent, ils ne vont pas d'abord ouvrir la poche pour regarder. Ils vont demander de rentrer chez vous, à Paris. Rentrer chez vous, simplement, délit de faciès. Donc, maintenant, cette dame du Front National exprime les mécontentements et utilise des expressions
qui permet aux gens de dire, ouais, pour punir ceux qui sont en place, ceux qui étaient en place avant et ceux qui sont en place maintenant, exprès, je vais voter pour eux. Donc, il recueille les mécontents. Je ne crois pas, personnellement, que ceux qui vont voter pour le Front National partagent les thèses racistes du Front National, le principe de race supérieure, race inférieure, que tous les musulmans, c'est des voleurs, c'est des criminels, c'est ceci, cela, que les juifs sont fous, parce que c'est ça l'idéologie fasciste en France. C'est de considérer qu'il y a des races inférieures, il y a des gens que si on a beaucoup de malheur en France à cause des étrangers, c'est ce qu'on appelle la xénophobie, le racisme, la xénophobie, et que eux, ils sont supérieurs à tout le monde. Ça, c'est l'idéologie qui a malheureusement fait des dégâts en Europe. J'appelle les Martiniquais à ne pas cautionner cette idéologie, parce que les premières victimes de ça, ça a été nous. C'est au nom de cette idéologie qu'on nous a mis en esclavage. C'est au nom de cette idéologie qu'on nous a rétabli l'esclavage. C'est au nom de cette idéologie qu'en 1870, on voulait à nouveau rétablir l'esclavage. C'est au nom de cette idéologie qu'on nous considère comme mineurs, incapables de nous administrer nous-mêmes. Donc il ne faut pas faire le lit de cette idéologie-là. Voilà ce que je dis, parce que beaucoup de Martiniquais en colère ont vu d'exprimer leur mécontentement en disant « je vais aller exprès voter Front National pour sa capacité ». Alors dites-moi, c'est un apprenti sorcier, il ne faut pas faire ça. Les racistes, les fascistes, nous les avons mis dehors, on a empêché Le Pen d'adhérer. En Martinique, c'est la fierté de la Martinique. Ah, bien sûr, en parlant des étrangers, parce qu'ils parlent d'un projet de loi qui certainement aura lieu, ils vont certainement mettre ça en place après les élections municipales de 2014. C'est ça? Non, les élections municipales de 2014, il y aura une loi qui certainement sera mise en œuvre. C'est donc cette fameuse loi pour le vote des étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous sommes pour ça. Alors d'abord, la législation française ne le permet que pour les élections municipales. Oui, oui, ça, tout ça, pas pour les élections législatives. Local, très local. Alors, il suffit qu'ils le décident. Déjà, beaucoup de Martiniquais ne savent pas ça, déjà, aux élections municipales, les étrangers, les non-français peuvent voter, à condition qu'ils soient issus de l'Union européenne. Vous voyez comment le caractère raciste de cette loi. Comme ils se disent bon, que l'Union européenne, bon, il n'y a que des blancs dans l'Union européenne. Donc, ce n'est pas mauvais que tous les Européens qui sont ici peuvent voter pour les élections municipales. Mais le Saint-Lucien qui est à côté, le Dominicain qui est à côté, ou le Cubain qui vient, le Vénézuélien qui vient, il est établi ici. Il paie les impôts locaux, il paie les taxes foncières, il paie tout, s'il travaille, il cotise à la Sécu, il cotise à la retraite. Donc, il participe par sa contribution à toute la vie sociale. La route qui passe devant chez lui, l'électricité qui s'allume, l'éclairage public, il contribue à le payer. L'eau qui circule dans les tuyaux, il a payé. Il a acheté l'eau, mais il a payé les taxes afférentes. Les ordures ménagères, il participe à toutes les contributions. Et en retour, moi je pense qu'il a le droit de choisir, et même d'être candidat, pour choisir les administrateurs qui vont administrer les taxes qu'il paye. C'est ça les élections municipales. Les élections municipales, c'est pour administrer la cité avec l'argent payé par tous les contribuables. Alors comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont établis là, qui paient toutes les contributions, et on lui interdit le droit de choisir les gens qui vont gérer l'argent des impôts que lui aussi a payés? Alors c'est vrai, les racistes disent « Ah ouais, ils sont là, ils touchent les allocations familiales ». J'entends parfois des Martiniquais dire « Il ne faut pas lever les allocations familiales aux Anglaises, aux Haïtiennes, etc. » Mais quand elles travaillent, ils cotisent pour les allocations familiales. Parce que dans les cotisations sociales, il y a une part qui va à la CAF, il y a une part qui va à la sécurité sociale, et puis une part qui va à la caisse de vieillesse. C'est coupé en 3 morceaux. Donc c'est normal, ces personnes ayant cotisé, lorsqu'ils ont des enfants en bas âge, qu'ils touchent. C'est normal qu'ils paient leurs impôts, et quand il s'agit d'élire les conseils municipaux, ils puissent le faire aussi pour gérer leurs propres impôts. Donc, au MIM, nous sommes pour cela. Est-ce que vous comprenez les gens qui sont contre, qui seraient contre cette loi? Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont prêts à faire payer à ceux qu'ils appellent les étrangers leurs contributions. Parce que moi je dis, si vous ne voulez pas qu'ils participent à la cité, par contre l'argent est nous rempli. Or, souvent, ces étrangers, ils acceptent de faire des tâches ingrates que les natifs natals ne veulent pas faire. Non. Par exemple, on a mis dans notre tête qu'aller couper la canne, c'est des gradins. Ouais. C'est que nos amis Saint-Lucien qui viennent le faire, il y en a de remarquables. Oui, et ils sont payés correctement. Voilà, il y a des remarquables, parce que les syndicats se sont battus, eux aussi se sont battus
pour qu'ils ne soient pas sous-payés. Ouais. Donc, moi, je trouve, au contraire, c'est la fraternité entre les hommes. Ils contribuent par leurs impôts, leurs taxes et leurs efforts, et bien qu'il faut qu'ils Alors, M. participent à Marissette, l'ISEC. Mano, rapidement, juste à M. Marissette, je voulais qu'il nous dise 2 mots sur l'OJAM, parce qu'on vient d'inaugurer un monument. Alors, je ne sais pas si tu peux nous dire 2 mots sur l'OJAM, parce que c'est un pan de notre histoire assez méconnu. Oui, non, enfin, la ville de Fort-de-France, enfin, a pris le train en marche. Vous savez que je fais partie d'une génération qui est venue à la politique, non pas à l'OJAM, je suis trop jeune pour avoir participé, mais quand nos amis de l'OJAM, les 18 jeunes Martiniquais ont été arrêtés, j'étais au lycée. Ma première manifestation a été pour les soutenir. Première manifestation. Ça veut dire quoi, l'OJAM, pour ceux qui savent? Alors, c'est l'organisation de la jeunesse anticolonialiste de Martinique. Alors, il y a eu d'abord les événements de décembre 59, qui est parti d'un incident de la circulation sous la savane entre un CRS en civil qui a reculé sur un scooter de Vespa de Martiniquais qui, après le match, se réunissait sur la savane pour faire les commentaires. Devant l'hôtel de Et l'Europe. devant l'hôtel de l'Europe, le type... Il y avait le kiosque, Voilà. et puis il y avait... Le militaire, là, mais en civil, recule avec sa voiture, heurte le scooter, et puis il retourne, il voit ça, et puis il rentre dans l'hôtel de l'Europe, il ne s'occupe pas. Évidemment, le propriétaire du scooter, qui est le Martiniquais, il voit ça, il commence à rouspéter, et il rentre, il commence à faire des hommes, chercher qui a écrasé son scooter. On l'envoie promener, le ton monte, la foule prend parti pour le Martiniquais, et très rapidement, je rappelle, c'est décembre 59, les Français qui se réunissaient tous à l'hôtel de l'Europe pour boire un coup, passent un coup de fil pour appeler les amis du CRS et qui étaient campés pas loin, à la pointe, parce qu'ils étaient logés à Fort-Saint-Louis. Et les types arrivent sans crier gare, ils commencent à matraquer tout le monde, et ça a dégénéré 3 nuits d'émeute. Et puis, il y a donc la répression derrière, mais tous les jeunes qui avaient participé à ça, ça a déclenché chez eux une prise de conscience. Les étudiants martiniquais, qui eux étaient déjà en contact avec le monde international, non, je vais citer toujours mon camarade Pulva, parce que cette histoire, c'est lui qui nous a surtout raconté, il était un peu notre aîné. Et certains d'entre eux, comme Pulva, arrêtent leurs études et rentrent au pays avec un projet politique d'organiser la jeunesse. Ils rencontrent d'autres qui étaient sur place, comme Léon Saint-Troise, Esther Mancé, etc. Il y a toute une équipe qui, eux aussi, étaient déjà organisés. Et ils s'organisent et ils annoncent qu'ils vont faire une conférence de la jeunesse martiniquaise. Et ils mettent en place l'organisation de la jeunesse anticolonialiste de Martinique. Et ils pouvaient prévoir que cette conférence, cette espèce de grand séminaire, grand congrès de la jeunesse, devait se faire à la maison des syndicats. Alors Morgon, c'était un des... Alors Morgon avait déjà fait des études, il était inspecteur des douanes. Ouais. Bon. Et le préfet interdit la tenue de cette conférence de la jeunesse. Interdit. À l'époque, c'était le préfet qui interdisait les manifestations. Bon. Les camarades. Il y a un événement qu'on ne relie pas à ça, mais que moi, à l'époque, je relie à cela. C'est la chute du Boeing le 22 juin 62 Absolument. En Guadeloupe, avec toute une série de têtes pensantes, dont Cataillé pour la Guyane, et on n'a jamais eu la clé de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment? On dit même que Césaire devait voyager par ce même avion. Et que pour Lucien a ouvert une fenêtre là. Oui, il est bientôt fini, justement. Mais c'est très important ce qu'il dit là. Il faut un de ces jours faire une émission là-dessus. Il y a encore des témoins. Je sais que les camarades guadeloupéens ont écrit des choses là-dessus, puisque c'est malheureusement au nord de Basse-Terre que le Boeing a heurté une montagne, est tombé, à DR, je crois. Ouais. Et en même temps, il y a des leaders politiques, dont un député qui a pris la parole au Parlement guyanais, et qui disait que c'est son dernier discours parce qu'il va aller rentrer en Guyane pour réclamer l'autonomie. Ouais. Il y avait donc les leaders de Guadeloupe, les leaders politiques. Aimé Césaire, dit-on, j'ai vu ça dans un livre, devrait faire partie du voyage. Il était déjà à Orly. Il aurait renoncé à prendre l'avion parce qu'il aurait reçu une information.
C'est ce qui se dit, en tout cas, je répète ça que j'ai vu dans un livre. Et la question se pose, on ne saura jamais qui l'avait informé. C'est pourquoi il y a une thèse qui circule, et il y a beaucoup de camarades guadeloupéens qui ont recueilli des témoignages, il y a eu un reportage là-dessus. Des témoins oculaires disent avoir vu l'avion exploser en vol avant de tomber. Alors donc il y a une thèse qui disait que les services secrets français, parce qu'ils le faisaient à l'époque, auraient placé une bombe c'est rien, ça. à décélération, c'est-à-dire qu'une bombe qui doit exploser lorsque l'avion est en décélération, c'est des mécanismes électroniques qu'on peut faire, et qui fait que quand l'avion allait faire son virage pour descendre et atterrir, qu'il a explosé et puis après qu'il est tombé. Donc les témoins ont vu l'avion faire une boule de feu. Et l'avion part d'Orly, donc fait les 8000 km et c'est en atterrissant, avant d'atterrir, qu'il explose. Et là-dedans, Justin Cataillé meurt et d'autres dirigeants politiques, des dirigeants de la GEM aussi. Et tout ce qui rentrait parce que à l'époque, il y avait le front antillo-guyanais pour l'autonomie. Ayant comme dirigeants Manville, Bléville, Glissant. Celui-là était... Nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie et ce sont cette même équipe qui avait organisé le soutien des Algériens et qui avait organisé même, y compris que des jeunes étudiants martiniquais appelés au service militaire avaient déserté. Tel que Boukman. Boukman, qui est sur notre territoire. Lui, il n'était pas déserté, il était insoumis, puisqu'il a refusé de rejoindre, mais Cabor était déjà militaire, avait déserté. Il y a également des camarades guadeloupéens, Thésauros, un certain nombre. C'est extraordinaire, parce que donc, la des prise gars de conscience comme des jeunes est assez grande. et tous ces gens-là, c'était à ce moment-là la crème intellectuelle. Cabot était un brillant élève de l'école. Alors, mais M. Marissette a probablement raison, Lucien, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Alors, je veux dire il faudrait effectivement faire une émission sur ça me paraît. Pour conclure là-dessus, toute la jeunesse martiniquaise était très imprégnée de lutte anticolonialiste, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, le début de la guerre du Vietnam. La guerre d'Indochine termine en 1956, celle d'Algérie termine en 1962, l'indépendance algérienne. Et immédiatement après la guerre d'Indochine, menée par la France contre les Indochinois, c'est les États-Unis qui prend le relais et qui fait la guerre du Vietnam. Donc toute la jeunesse estudiantine était imprégnée de ça, donc les Martiniquais et pas seulement estudiantine, parce que j'étais jeune enseignant au Marin, et je me rappelle dans quel but des camarades, un enseignant et un de mes anciens collègues infirmiers de Colson, qui, s'il suit l'émission, va sourire, avaient pris contact avec moi pour des actions à mettre en place. Et c'était naturel. C'est ça. Alors c'est dans cette ambiance que la conférence des jeunes doit se réunir, l'OJAM est en place, et le préfet, avec l'effort de réflexion, tue ça dans l'œuf, je vais aller vite, on arrête des jeunes. Et évidemment, nous, la génération d'après, nous mobilisons pour obtenir leur libération. Voilà comment la génération dont je suis a pris une conscience politique. Et nous avons vu les effets du colonialisme sur une jeunesse qui veut... Il y a des témoins encore vivants. Ah si, il y en a. Alors, heureusement, la ville de Fort-de-France a reconnu ça. J'ai vu qu'il a mis une plaque sur l'ancien mur de la prison. Ils ont reconstitué les noms. Et puis, on a nommé une allée. 118. Mais nous, les patriotes, depuis 3 ans, nous commémorons déjà cette date. Alors, le mur de la prison, c'est le 118, pour le 118, c'est le 118, rue Victor Sévère. Voilà. En fait, ça s'appelait, à cette époque, Amiral de Guédon. Mais pour 118, Amiral de Guédon. Tu rigoles, mais c'est toi qui relance ce truc. Juste un mot pour tout comprendre. Il faut voir ce qui va se passer peu d'années après en Guadeloupe. Voilà, sur le Gong. La tuerie de Guadeloupe en 1967. Je vous promets qu'on va faire une émission sur ça, sérieusement, parce que là, il faut beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Dernière question, si vous pouvez répondre vraiment très rapidement, M. Marissette. Êtes-vous, le MIM, êtes-vous pour le cumul des mandats? Un homme mandat ou pas? Non, on n'a pris de position là-dessus. Bon. Notre position concernant les parlementaires, nous avons dit qu'il n'est pas mauvais qu'un parlementaire ait un mandat qu'il exerce directement en Martinique et puis qu'il soit en même temps porte-parole à l'extérieur. Le parlementaire qui n'a aucun rattachement à une collectivité sur place nous paraît un peu handicapé pour maîtriser bien les questions martiniquaises. Donc, un mandat de parlementaire et un mandat, on l'appelle local, quoi, lié à une collectivité, ça nous paraît correct.
Bon, voilà un petit peu la position que nous avons jusqu'à présent. Maintenant, c'est vrai qu'on dit qu'il faut partager les mandats, mais je m'imagine qu'un député qui va en Parlement et qui ne revient jamais, parce qu'un député peut le faire, s'il n'a pas de mandat local, mais il sera vite coupé du pays, et il sera un député français parmi les autres. Tandis que quand il a un ancrage, là, il est en contact avec des électeurs, etc., je pense qu'il peut mieux aller défendre. Donc, 2 mandats, dont un local, comme on dit, ça me paraît quelque chose qui est intéressant. Merci beaucoup, M. Marissette, pour toutes ces explications, votre clarté dans vos explications. Je pense que les téléspectateurs de notre télévision ce soir ont bien compris un certain nombre de choses. Monsieur, merci beaucoup. Normal. Jacques, merci beaucoup. Merci, même si je souhaitais parler d'autre chose. Pardon. Alors, mais sincèrement, l'histoire de l'OJAM, là, vous entendez tous les deux parler d'histoire, tous les trois, pardon. Parler de ça, ça donne vraiment envie de faire une émission consacrée à ça. Faites-le avec les acteurs. On va le faire. Il est un petit témoin. Mais Voilà. Ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Ils Ils sont sont encore- avancés, par exemple. Ils sont encore vivants. Il y en a plein. Il y a... Décembre 59. C'est toi qui l'as relancé, Emmanuel. Décembre c'est pas moi, 59, j'avais un laissez-passer d'infirmier et j'avais 19 ans. J'avais un laissez-passer d'infirmier avec d'autres Et t'as dit que c'était collègues. fini. D'autres collègues, nous étions dans Mais les je te donne une anecdote qui est très salée. J'ai participé à gamin à lancer des cailloux sur les commissariats, sur les voitures. J'ai participé, oui, j'ai participé. Eh bien, figurez-vous, j'habitais à cette époque à l'entrée sur la route de Mout. J'avais un cousin par alliance, c'est-à-dire une cousine qui avait, son mari était policier. Écoutez bien, je fais une révélation. Pas donner son nom, je crois qu'il est décédé maintenant, le pauvre. C'était policier. Donc, il était en tenue, bleu pâle, bleu foncé la journée, mais il faisait le travail qu'il avait à faire. Mais à peine avait terminé son service, il était en civil. Il allait lancer des cailloux. Puis dans sa voiture, il nous prenait tous les jeunes du quartier, mais on descendait. Parce qu'il était profondément pour les manifestants, mais le hasard faisait pour gagner sa vie, on l'avait mis policier. J'ai connu un policier qui... Merci. Non, vraiment, c'est un truc là, croustillant. Et il disait Sobeko. Merci à tous les trois. Merci à ceux qui ont ce soir fait la réalisation. Merci à ceux qui nous ont appelés. Malheureusement, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire.